Alors que la remise des diplômes de l'école de magie de Kimberly approchait, 20% des étudiants inscrits auraient été consumés par la magie. À cause de cela, Oliver parcourait les couloirs, se sentant très tendu. Il fut interpellé par la fleur de Jack, qui lui demanda pourquoi il était si nerveux, lui suggérant de se détendre un peu et l'assurant qu'il se dirigeait de toute façon vers un avenir absolument terrible. Oliver pensa que c'était le genre de choses qu'on racontait à tous les nouveaux inscrits de l'académie. Tandis qu'il marchait, il fut surpris de voir Katie debout au milieu du chemin, se parlant à elle-même à propos de ce terrible avenir que la fleur avait évoqué plus tôt. Guy s'approcha d'elle, la pressant de ne pas s'inquiéter de ce que les plantes disaient, car elles absorbent les particules magiques du sol, ce qui affecte leur personnalité. Il expliqua que les plantes magiques de l'académie étaient particulièrement désagréables et méchantes. Cathy répondit qu'elle ne connaissait pas grand-chose aux plantes magiques, mais qu'elle adorait les animaux magiques. Guy lui demanda alors lesquels elle préférait, et elle lui dit qu'elle les aimait tous, des plus petits aux plus grands, même ceux qui étaient visqueux. À ce moment-là, tandis qu'Oliver écoutait leur conversation, Sheila apparut et réprimanda Pete, lui ordonnant de faire attention où il marchait pour éviter de marcher sur la jambe de quelqu'un. Elle se demanda quelle accusation cette fille allait bien pouvoir porter contre lui. Soudain, une samouraï passa près du groupe et tout le monde la regarda avec surprise, admirant sa tenue étrange et particulière. Bientôt, l'académie présenta un défilé d'animaux magiques. Guy dit que c'était la première fois qu'il voyait un dragon de ce genre aussi impressionnant. Oliver l'informa que ce qu'il voyait était un Fenrir, une créature recouverte d'écailles brillantes et luisantes. Guy remarqua qu'Oliver semblait en savoir beaucoup. Oliver répondit qu'il ne savait que ce qu'il avait lu dans les encyclopédies, rien de plus. Alors Guy se tourna vers Katie et lui demanda si elle n'avait pas dit qu'elle aimait les animaux. Katie confirma et lui dit qu'ils avaient fait marcher le troll dans leur défilé, comme d'autres bêtes magiques. Guy lui répondit que les trolls ne parlaient de toute façon pas leur langue et que les sauvages attaquaient les gens, donc ils avaient toujours besoin d'être apprivoisés. Katie répondit sur la défensive, affirmant que les humains étaient ceux qui envahissaient les terres des trolls, mais que les trolls étaient en réalité des créatures naturellement gentilles. Guy rétorqua qu'il ruinait les champs de sa ville chaque année, sans exception. Katie justifia que la terre était originellement la leur. À ce moment-là, Pete les interrompit, leur demandant d'arrêter de parler car il gênait sa lecture. Katie s'excusa tandis que Pete continua mentionnant que le griffon qu'il observait avait des ailes différentes de ce que le livre décrivait, ce qui était étrange. Oliver suggéra alors qu'ils se présentent au moins les uns aux autres. Soudain, Katie fut frappée par un sort qui la fit courir aussi vite qu'elle le pouvait vers le troll, lequel était devenu agité pour une raison inconnue et mystérieuse. Pendant ce temps, Oliver et Guy sprintèrent après elle, se demandant ce qui se passait. Katie cria qu'elle ne pouvait plus contrôler ses pieds et qu'elle ne savait pas ce qui n'allait pas. Soudain, le nœud magique fut libéré, faisant tomber Katie devant le troll alors qu'il s'apprêtait à lui sauter dessus, prêt à l'attaquer. Juste au moment où Katie semblait prête à céder au troll, la samouraï se posta devant lui et lui ordonna de s'arrêter. Elle se tourna ensuite vers Katie et lui demanda si elle pouvait courir. Katie secoua la tête. La samouraï répondit « Pas de problème », dégainant son épée, tandis que tout le monde regardait, choqué, se demandant si elle allait vraiment combattre le troll, ce qui était incroyable. Nos héros commencèrent à réfléchir à des moyens de distraire le troll en utilisant des sorts, disant que la samouraï combattant le troll semblait se suicider. Cependant, ils n'eurent aucun succès. Oliver suggéra d'utiliser un vent puissant pour souffler sur le troll et ensuite le maîtriser, le faire tomber. Ils procédèrent ainsi, canalisant la magie du vent. Oliver apporta une petite modification, utilisant un faux rugissement de dragon pour distraire le troll. Cela fonctionna et la samouraï bondit, frappant soudainement la tête du troll avec son épée avec une force incroyable. Le troll tomba à l'étonnement général. La samouraï se tourna ensuite vers eux, s'exclamant avec surprise que le crâne du troll était vraiment très dur, lui donnant l'impression qu'un éclair avait frappé sa main. Elle dit ensuite à Katie de lui accorder un instant, et une fois que l'engourdissement de sa main serait passé, elle la porterait, sans problème. Après cela, la samouraï remercia nos héros pour leur aide à vaincre le troll, déclarant que le rugissement du dragon avait été si fort qu'il lui avait offert l'occasion parfaite d'attaquer. Tout le monde entra ensuite dans la cérémonie de l'académie avec un certain soulagement. Oliver se tint à côté de la samouraï et lui demanda surpris si elle n'avait pas eu de plan pour l'attaque du troll. La samouraï secoua la tête, confirmant que son katana n'avait pas de lame du tout. Oliver lui dit que c'était imprudent de sa part, car si le sort de vent avait échoué, elle serait sûrement morte, sans aucun doute. La samouraï reconnut son point de vue, mais considérant que c'était son premier jour à l'académie et que quelqu'un l'avait sauvée, elle appela cela un bon présage. Oliver s'éloigna un peu, se rappelant comment les cheveux de la samouraï avaient changé pour une couleur sauvage lorsqu'elle avait sauté pour attaquer le troll, se transformant en quelque chose ressemblant à des cristaux à travers lesquels des particules magiques s'écoulaient, un spectacle fascinant. Il devina qu'elle avait un grand potentiel en tant que sorcière. Soudain, il fut annoncé que la directrice montait sur la plateforme. Elle se présenta comme Esmeralda et s'excusa auprès des étudiants pour l'incident survenu pendant le défilé, déclarant qu'elle avait bien maîtrisé le troll en furie et que les blessés avaient également été soignés, ce qui était rassurant. La samouraï commenta que le simple fait de regarder Esmeralda la faisait transpirer, suggérant qu'elle devait être incroyablement puissante. Esmeralda continua disant qu'ils étaient à l'académie de magie de Kimberly, une destination pour les étudiants souhaitant apprendre la magie où ils passeraient 7 années d'études intenses. Cependant, elle déclara que l'académie privilégiait deux choses, la liberté et les conséquences qui en découlaient. Elle souligna que seulement 80% des étudiants obtenaient leur diplôme de Kimberly avec succès, tandis que les 20% restants en étaient incapables lorsque leur magie devenait incontrôlable, car la vie et la mort des étudiants étaient uniquement entre leurs mains, une lourde responsabilité.
Une fois qu'Esmeralda eut fini de parler, elle permit aux étudiants de poser des questions. La samouraï suggéra alors qu'Esmeralda pourrait soulager son mal de tête en bougeant sa tête dans un mouvement circulaire. Esmeralda demanda si c'était une question, ce à quoi la samouraï sourit innocemment et répondit que c'était un conseil, tout simplement. Oliver se demanda si elle était folle. Esmeralda continua en annonçant qu'il passerait maintenant à un banquet de bienvenue, les encourageant à manger et à boire comme il le désirait. Elle fit ensuite un geste aléatoire de la main, faisant flotter tous les étudiants dans les airs. Un spectacle surprenant. Ils furent étonnés de se retrouver dans un autre endroit où il y avait des sièges et des tables à manger. Des étudiants plus âgés de Kimberley les y accueillirent, les invitant à savourer le délicieux jus de raisin blanc. Nos héros se retrouvèrent alors, déclarant qu'ils allaient enfin apprendre à se connaître, ce qui était une bonne chose. L'une d'entre eux, nommée Michela, se présenta comme la fille aînée de la famille McFarlane, un clan notable qui avait vécu dans le sud du Yogland pendant de nombreux âges. Elle leur demanda de l'appeler Sheila. Guy lui demanda alors si toute sa famille avait une malédiction qui rendait leurs cheveux bouclés comme des anneaux circulaires, ce qui était une question assez directe. Elle l'informa que cette coiffure était un symbole de leur famille et qu'il ne devrait pas se moquer de sa coiffure, insistant sur le fait que tous ceux qui la voyaient pour la première fois s'évanouissaient en raison de sa beauté absolue et incomparable. Katie se présenta comme une étudiante d'échange de Varnland, l'un des États fédéraux du Nord, exprimant son amour pour les animaux magiques et les remerciant de l'avoir sauvée, ce qui était très gentil de sa part. Guy lui demanda pourquoi elle avait couru si vite vers le troll. Katie répondit que quelqu'un avait dû lui faire une blague, une mauvaise blague. Guy dit qu'il venait d'une famille d'agriculteurs magiques avec une riche histoire dans la magie, donc il en savait beaucoup sur les plantes magiques, c'était sa spécialité. Pete se présenta ensuite disant que ses parents n'étaient pas impliqués dans la magie et que sa famille n'avait pas une longue histoire dans ce domaine. Sheila commenta qu'il s'était inscrit comme un étudiant ordinaire à Kimberley, ce qui était assez rare. Pete dit qu'il n'était pas là pour se faire des amis. Oliver lui demanda alors s'il lisait le livre d'Alfred Werner sur la définition de la magie pour les non-magiciens. Pete parut surpris et demanda s'il le connaissait. Oliver dit que les courtes histoires entre chaque chapitre étaient très agréables à lire. Pete acquiesça, surtout à propos du chapitre se concentrant sur le juge magique. Réalisant qu'il ne connaissait pas encore le nom d'Oliver, Pete se présenta. Oliver lui dit que sa famille pratiquait la magie depuis l'époque de son grand-père, mais qu'il vivait actuellement avec des proches, des membres de sa famille élargie. Il mentionna avoir un frère et une sœur parmi ses cousins, qui étaient également étudiants à Kimberley et qui lui en avaient parlé. Sheila remarqua que le rugissement du dragon l'avait beaucoup surprise, vraiment beaucoup. Oliver répondit qu'il savait comment personnaliser les sorts et inventer de nouvelles façons de les utiliser, c'était son talent. La samouraï se présenta comme Nanao, née dans une famille de samouraïs à Torikizen, dans le pays de Yamatsukuni. Elle raconta qu'elle avait failli mourir dans une guerre jusqu'à ce qu'elle soit secourue par un sorcier de passage nommé McFarlane qui l'avait invitée à Kimberley, une opportunité inattendue. Sheila fut étonnée et lui dit que McFarlane était son père, travaillant à temps partiel comme conférencier à Kimberley. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il voyage aussi loin pour recruter de nouveaux étudiants. Pete demanda alors à Nano quel test elle avait passé pour rejoindre Kimberley, il était curieux de savoir. Sheila répondit pour Nano, déclarant que chaque professeur avait le droit de recommander un étudiant sans examen et il semblait que son père l'avait fait pour Nano, ce qui était une chance. Guy les encouragea ensuite à profiter de la nourriture, à se régaler. Katie déclara avec enthousiasme qu'elle mourait de faim tandis que Nano saisissait une assiette de viande rôtie, affirmant que tout était pour elle et rien que pour elle. Oliver la persuada de la partager, lui présentant l'assiette de nourriture comme si elle était une princesse, avec beaucoup de respect. Le soir, Oliver se réveilla dans sa chambre à 5h du matin. Il tenta de saluer Pete, qui partageait le logement avec lui, mais Pete ne se réveilla pas du tout. Oliver sortit dans le jardin de l'académie où une voix lui demanda pourquoi il s'était levé si tôt. À une heure pareille, Oliver demanda à qui appartenait la voix et elle répondit qu'elle était une agente secrète envoyée par son frère Gwen. Oliver demanda surpris pourquoi elle avait été envoyée. L'agente expliqua que Gwen s'inquiétait pour sa sécurité et lui avait demandé de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il s'habitue à l'endroit, ce qui était une mission importante. Elle se présenta comme Kirsty. Oliver l'accueillit et continua sa promenade, mais il fut surpris de voir Nano se baigner dans la cour ouverte. Il créa une barrière magique autour de sa zone de bain et la réprimanda pour l'avoir fait à la vue du dortoir des garçons, ce qui était très inapproprié. Nano répondit qu'elle se purifiait simplement de la dernière guerre. Oliver remarqua des cicatrices sur son corps et l'interrogea à leur sujet. Nano s'excusa qu'il ait dû voir cette scène, les filles se rassemblèrent tôt quelque part pour attendre les garçons et quand Pete et Oliver arrivèrent, Sheila leur demanda s'ils avaient bien dormi, si leur nuit avait été bonne. Les garçons répondirent affirmativement et bientôt Guy entra s'excusant d'avoir failli trop dormir, expliquant que personne ne lui avait dit que les horloges avaient des esprits. Katie intervint, disant qu'elle n'avait vu aucun esprit d'horloge dans sa chambre, ce qui était étrange. Nana mentionna qu'elle s'était réveillée tôt, expliquant qu'elle avait l'habitude de se lever à 6h. Guy remarqua alors que Nana portait l'uniforme de l'académie, et elle lui dit qu'il était arrivé dans sa chambre la nuit précédente. Elle demanda si elle ressemblait à une sorcière maintenant, mais à ce moment-là, Guy aperçut que la robe d'Oliver était mouillée, ce qui était curieux. Quand il l'interrogea à ce sujet, Oliver dit qu'il imaginait juste des choses. Pete interrompit, pressant tout le monde de se dépêcher pour le petit déjeuner, car le premier jour à l'académie serait rempli de cours très chargés. Ils passèrent ensuite à leur première leçon, qui portait sur les épées, un sujet intéressant. Le professeur Garland leur dit qu'il devait d'abord se souvenir de ce qu'était l'escrime.
Pete leva la main pour définir les techniques d'épée, mais les autres étudiants commencèrent à chuchoter à son sujet, disant qu'il essayait d'attirer l'attention même s'il n'était qu'un étudiant moyen, sans grand talent. Tandis que Pete levait son épée, affirmant que l'escrime impliquait des techniques appliquées à l'aide de lames, il raconta comment les lames avaient été utilisées aux côtés des bâtons magiques pendant plus de 400 ans, remontant à l'époque où un célèbre sorcier nommé Wulf Padrewill avait perdu un duel contre un non-utilisateur de magie, ce qui était une défaite notable. Pete mentionna ensuite que les sorciers maniaient les lames comme des outils de base pour gérer les attaques à courte portée. Ils ne pouvaient tout pas seulement se battre avec une lame, mais pouvaient aussi utiliser la magie sans incantation pour surprendre ou confondre leurs ennemis, ce qui était très efficace. Garland expliqua que dans cette vie, les sorciers se battraient avec leur magie et leur lame uniquement. Il regarda les étudiants, déclarant que le premier jour à l'académie commençait généralement par un duel entre deux étudiants habiles en escrime, une tradition bien établie. Nana leva la main pour participer, incitant Garland à deviner. Alors, c'est cette Nana dont tout le monde parle. Richard se porta également volontaire pour la défier en duel, affirmant qu'il avait entendu dire qu'elle avait vaincu un troll en utilisant juste une épée et que ce serait une occasion parfaite de voir comment les combattants d'Asia se battaient, une chance unique. Adi remarqua que Richard semblait avoir une mauvaise intention. Oliver pensa en lui-même que Richard voulait se montrer plus fort que Nana, prévoyant d'exploiter son manque d'expérience en escrime. Soudain, Oliver leva la main, déterminé à défier Nana en duel sans hésitation. Richard s'agita et lui dit de reculer. Oliver expliqua qu'il avait combattu le troll aux côtés de Nana et qu'ils se connaissaient, donc Richard devrait se retirer. Richard insista qu'il aurait dû informer ses professeurs et les étudiants plus âgés de sa rencontre avec le troll. C'était la procédure. Oliver le défia en retour, lui demandant s'il ferait la même chose si un camarade de classe se battait pour sa vie juste devant lui. Sheila interrompit, disant à Richard qu'elle le défierait en duel à l'épée. Richard recula un peu et Sheila lui demanda s'il avait peur, ce qu'il nia tout en acceptant le défi, avec une certaine hésitation. Garland annonça que le premier duel aurait lieu entre Oliver et Nana, tandis que le second serait entre Richard et Sheila. Oliver et Nana s'avancèrent et Garland jeta un sort de protection sur leurs épées, expliquant que le duel se terminerait lorsque l'un d'eux porterait un coup décisif à la tête ou à la poitrine, sans équivoque. Ils se précipitèrent l'un vers l'autre, mais Oliver décida intérieurement de se battre un peu avec l'épée et de régler l'affaire sans utiliser de magie, considérant que Nana n'était qu'une débutante. Cependant, Nana chargea vers Oliver à toute vitesse, et leurs épées s'entrechoquèrent avec une étincelle brillante, tandis que les autres étudiants observaient le duel de loin avec beaucoup d'attention. Alors que Nana fonçait vers Oliver, elle s'arrêta soudainement et commença à pleurer, regardant la lame avec désespoir. Avant qu'ils ne puissent s'engager à nouveau dans le combat, Garland les arrêta, leur rappelant de ne pas essayer de s'entretuer, déclarant qu'il était sûr qu'ils avaient à briser le sort de fatalité sans s'en rendre compte, ce qui était très grave. Oliver exprima son choc, se demandant ce qu'il était sur le point de faire. Garland leur ordonna de remettre les épées dans leur fourreau. À ce moment-là, Sheila dit à Garland qu'elle pensait que les nouveaux étudiants n'avaient plus besoin d'un autre duel, elle se retirerait donc sans hésitation. Richard annonça qu'il ne voyait pas d'inconvénient à se retirer également. Après la conférence, Nana rattrapa Oliver, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais vécu un combat aussi exaltant auparavant et qu'elle en était heureuse, mais regrettait seulement qu'il n'ait pas pu terminer le duel, ce qui était dommage. Elle proposa à Oliver de la combattre à nouveau avec une vraie lame et sans sort, mais il lui dit qu'il ne la combattrait plus jamais parce qu'il ne voulait pas qu'il s'entretue, c'était trop dangereux. Plus tard, nos héros se rassemblèrent. Et Guy mentionna que la conférence sur le lancement de sorts juste après le cours d'art était très surprenante pour lui, car le professeur Francis leur avait dit qu'ils avaient moins besoin de bâtons magiques, pas de lames, ce qui était contradictoire. Pete commenta que le professeur avait un énorme public, tandis que Katie ajouta que personne ne savait ce qui se passerait dans les cours de l'après-midi et qu'elle attendait avec impatience le cours de sciences magiques. Lors de la leçon de sciences magiques, le professeur Vanessa les informa qu'il travaillerait avec des animaux magiques comme ressources et leur enseignerait les meilleures façons de les utiliser de manière efficace. Elle leur montra ensuite des vers à soie et leur demanda de fabriquer plusieurs cocons, disant que chaque étudiant devait créer 10 cocons et que quiconque en ferait 5 réussirait, mais que ceux qui échoueraient feraient face à des conséquences. Ils commencèrent leur tâche, Sheila disant que la leçon lui semblait facile, mais elle brûla bientôt l'un de ses cocons par accident. Guy lui demanda, étonné, si ce n'était pas facile pour elle. Sheila affirma qu'elle avait fait tout le nécessaire puisqu'elle n'en avait besoin que de 5 et qu'un seul échec n'aurait aucune importance. Sheila suggéra à Oliver d'aider Katie et Pete pendant qu'elle assistait Nana, l'assurant qu'elle savait qu'il y avait un problème entre lui et Nana, une certaine tension. Oliver la remercia tandis que Guy l'interpellait pour qu'elle l'aide aussi. Sheila dit qu'elle l'aiderait une fois qu'il aurait compris son conseil et qu'il aurait cessé d'échouer. À ce moment-là, Vanessa observa les étudiants, disant qu'ils étaient meilleurs que ceux de l'année dernière, puisque aucun d'entre eux n'avait été attaqué, ce qui était un bon signe. Mais elle remarqua que Katie en était toujours à son 5e cocon et lui dit de se dépêcher, disant que ce n'était qu'un ver à soie qui avait besoin d'être nourri de magie. Pendant ce temps, Sheila dit à Oliver que Nana avait terminé même si elle était presque sur le point d'échouer, ce qui était surprenant. Elle demanda des nouvelles des progrès de Katie et Oliver répondit qu'elle s'en sortait bien jusqu'au 9e cocon, mais qu'elle avait des objectifs différents des leurs. Elle n'était pas intéressée par le cours mais voulait sauver autant de créatures magiques que possible, c'était sa véritable passion. Sur le dernier cocon, Katie fut distraite et il devint noir. Oliver lui ordonna de le brûler immédiatement, mais elle tenta de sauver la créature magique. Soudain, la créature sauta du cocon pour attaquer Katie avec une grande violence. Oliver et Pete se précipitèrent pour aider Katie et s'occuper de la créature. Le professeur Vanessa les informa qu'ils avaient perdu 2 points pour avoir aidé Katie. Après cela, Katie s'excusa auprès d'Oliver de l'avoir forcé à quitter le cours avec elle parce qu'elle s'était blessée pendant l'expérience, ce qui était regrettable. Elle lui dit que sa famille possédait une gamme d'animaux, des chiens et des chats aux créatures magiques et aux demi-humains, et mentionna qu'elle était proche d'un troll nommé Petro.
C'est pourquoi elle ne pouvait pas se retenir en voyant un animal blessé devant elle, c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait accepter que tout ne soit que des ressources que les sorciers utilisaient sans droit. Oliver remarqua qu'elle devait avoir vécu parmi les anges, mais était descendue sur terre et avait expérimenté la dureté de ce monde, donc elle ne pouvait plus rester un ange, c'était impossible. Katie le regarda sous le choc tandis qu'Oliver continua déclarant que si elle maintenait sa gentillesse malgré tout, ce serait en effet noble de sa part, la rendant plus noble que n'importe quel autre ange. Katie rougit à ces mots et il lui dit qu'elle n'avait vu qu'une petite partie du côté de Kimberly, lui conseillant de ne pas être déçu et de réfléchir attentivement à ses décisions avec sagesse. Puis Oliver ouvrit soudainement la porte, faisant tomber leurs compagnons au sol. Il lui dit qu'elle n'était pas seule, comme elle pouvait le constater. Après cela, Oliver partit explorer l'académie. Karsti lui conseilla de choisir ses amis avec sagesse, disant que quelqu'un qui ne pouvait pas tuer un ver à soie ne durerait pas longtemps à Kimberly, c'était une certitude, il lui dit que c'était à lui de décider cela. Karsti nota qu'elle voulait lui faire savoir qu'elle se dirigeait vers Gwen, donc elle le laisserait un peu seul. Il lui demanda de transmettre ses salutations à Gwen. Plus tard, nos héros se rassemblèrent à table où Guy remarqua que Katie s'était rétablie, ce qui était une bonne nouvelle. Katie lui dit qu'elle allait bien tandis qu'elle remarqua que Nana semblait distraite et devina qu'elle avait envie de parler à quelqu'un. Katie mentionna qu'elle pouvait lui parler à tout moment. À ce moment-là, Pete se leva disant qu'il avait oublié son livre dans le cours de lancement de sorts et qu'il allait le chercher sans tarder. Oliver lui dit que les choses perdues à Kimberly ne se retrouvaient pas facilement. Sheila suggéra qu'il était possible qu'une fée malicieuse ait trouvé le livre. Puis Oliver et Sheila emmenèrent Pete avec eux pour chercher le livre. Guy remarqua que le bâtiment de l'Académie Kimberly était censé être situé au-dessus d'une grotte géante qui submergeait le bâtiment la nuit, ce qui était assez impressionnant. Peu après, Pete trouva son livre et Oliver lui dit qu'il devrait peut-être quitter l'académie maintenant car il n'était pas sage de rester là longtemps après la tombée de la nuit. Cependant, lorsqu'ils tentèrent de sortir du bâtiment, ils furent de surpris de trouver le chemin bloqué et la grotte avait effectivement submergé le bâtiment, les piégeant à l'intérieur. Oliver déclara calmement qu'il n'était pas étrange pour les nouveaux étudiants de se perdre à Kimberly. Bientôt, ils furent surpris par une étudiante de 4e année nommée Ophélia et Oliver se présenta. Il la surprit en disant qu'il avait lu sa thèse sur l'étude de l'évolution rapide issue du croisement entre Kraken et Silas. Ophélia lui dit qu'il semblait bien connaître ses recherches et lui demanda de s'approcher un peu, mais Oliver partit soudainement avec ses compagnons, lui disant qu'il ne s'approcherait pas. En sortant, ils furent confrontés par Cyrus, un étudiant de 5e année, qui leur demanda pourquoi il laissait une femme seule. Ophélia les suivit de près, disant qu'ils étaient bruyants et avaient besoin de discipline puisqu'ils étaient partis au milieu de sa conversation. À ce moment-là, Oliver tenta de calmer l'ambiance tendue, tandis qu'Ophélia demanda sarcastiquement à Cyrus s'il profanait toujours chaque cadavre qui lui tombait sous la main. Cyrus rétorqua que ce qu'elle faisait, courir après les hommes pour satisfaire ses désirs, n'était rien comparé à ses actions. Ophélia écarquilla les yeux sous le choc et demanda à Cyrus s'il se trompait, ce à quoi il la traita de son démon succube. Ophélia le menaça d'être prêt pour ce qui allait arriver après ce nom. Et Cyrus lui rappela qu'il lui avait autrefois déchiré le courage en deux. Sur ce, Ophélia dégaina rapidement son épée, tandis que Cyrus se préparait à contre-attaquer, ayant créé une créature squelettique pour l'attaquer. Ophélia se transforma en un monstre énorme, incitant Oliver à déclarer que c'était le bon moment pour s'échapper. Juste avant qu'ils ne puissent donc fuir, Cyrus leur bloqua le chemin avec une toile, disant que même si leurs esprits étaient vifs, cela ne les aiderait pas à s'enfuir. Nano arriva, déclarant que c'était vrai puisque tous ceux qui venaient à cet endroit finissaient morts, ce qui la rendait nostalgique du passé. Oliver fut stupéfait de voir Nano, tandis que Cyrus commença à commander sa créature avec sa baguette pour frapper Ophélia. Nano dit alors à ses compagnons que c'était leur chance de s'échapper et qu'elle s'occuperait de Cyrus et Ophélia, leur assurant qu'une fois qu'elle rejoindrait le combat, il serait difficile pour les deux sorciers de les poursuivre. Pendant ce temps, Cyrus et Ophélia échangeaient des insultes. Il lui demanda quelle créature grotesque elle allait enfanter ensuite, et elle l'interrogea sur le cadavre d'où il avait tiré cette colonne vertébrale. Juste à ce moment-là, Nano chargea les sorciers, disant à ses amis qu'ils devaient s'enfuir. Oliver tenta de la rattraper, mais soudain, des flammes éclatèrent autour d'eux, et Alvin, le président du conseil des étudiants, apparut, disant qu'il avait clairement expliqué comment recruter correctement les nouveaux étudiants. Cyrus répondit qu'Alvin n'avait pas changé, lançant d'abord sa flamme, puis parlant, et le traita de torturé. Alvin regarda nos héros d'un air rassurant, disant qu'il ne laisserait pas ces deux-là leur faire du mal, tandis que Carlos, le superviseur des étudiants de 5e année, tenait sa lame contre le cou d'Ophélia et lui dit qu'elle avait sûrement entendu ce qu'Alvin avait dit. Alvin ordonna à Cyrus et Ophélia de retourner dans les profondeurs de la grotte, les menaçant de punition plus tard. Tous deux retournèrent à leur place, tandis que Carlos dit à nos héros que leur premier jour semblait un peu difficile, mais qu'ils étaient en sécurité maintenant. Alvin exprima sa surprise qu'ils aient réussi à s'échapper sans être kidnappés, car ils n'étaient pas les seuls perdus à Kimberly. Après avoir quitté la grotte, Katie exprima son inquiétude pour Nano, qui s'excusa alors auprès d'elle. Oliver réprimanda Nano, lui demandant si elle voulait mourir. Il la saisit par le col, se souvenant qu'elle lui avait dit à l'académie qu'il suffisait de la mort d'une personne pour que les autres s'échappent. Oliver demanda curieusement comment elle avait envisagé un tel suicide, et Sheila intervint pour le calmer, leur demandant de parler ailleurs. Alors tout le monde demanda à Nano ce qu'elle comptait faire.
Elle révéla qu'elle avait perdu la volonté de vivre il y a longtemps et ne se sentait plus du tout vivante après avoir mené l'une des pires batailles où leur ennemi Yoshihisa dirigeait 50 000 soldats, tandis que son armée comptait environ 200 hommes. Tout ce dont elle se souvenait, c'était de tuer jusqu'à ce qu'elle soit choquée de se retrouver dans le camp ennemi. Elle chargea le général Yoshihisa, déterminée à le tuer, mais l'un des soldats lui bloqua le chemin avec son épée et elle le coupa en deux. À ce moment-là, Yoshihisa ordonna à ses soldats d'abattre Nanao et se moqua d'elle pour sa jeunesse, lui demandant si elle préférerait des bonbons plutôt que de le tuer. Nanao répondit qu'elle préférerait que son fils Yasutuna la combatte puisqu'il était le guerrier le plus fort de son clan, exigeant qu'il lui fasse affronter son fils. Yoshihisa l'informa qu'elle venait de tuer son fils sans le savoir et Nanao regarda le soldat qu'elle avait tué et réalisa qu'il était le fils de Yoshihisa. Yoshihisa lui dit alors qu'il ne prendrait même pas la peine de lui demander son nom puisqu'elle mourrait oubliée sans un et ordonna à ses soldats de la tuer. Les soldats avancèrent vers Nanao avec leurs lances, seulement pour découvrir que leurs armes ne bougeaient pas. Alors, le sorcier occidental apparut, leur enseignant comment il pouvait tuer un soldat sans même connaître son nom. Le sorcier déclara qu'il était attiré par les enfants à fort potentiel en tant que professeur, ce serait donc une perte de la laisser mourir. Il s'approcha de Nanao et lui demanda si elle voulait venir dans son pays pour devenir sorcière. Nanao revint à la réalité, disant qu'elle avait voulu réaliser son souhait dans cette académie, qui était d'avoir un combat équitable contre un adversaire sans animosité. Quand elle a combattu Oliver, elle a trouvé cette joie qu'elle cherchait. Mais ensuite, elle a pleuré, réalisant qu'Oliver n'avait aucune raison de la combattre à mort, ce qui l'a blessée profondément, au point qu'elle a cessé de se soucier de tout ce qui l'entourait et a préféré mourir. À ce moment-là, Sheila dit à Nanao et Oliver qu'elle ne leur permettrait pas de s'entretuer. Elle demanda à Nanao si un duel régulier ne lui conviendrait pas, ce à quoi Nanao répondit que le style de combat qu'elle avait appris était basé sur le meurtre. Sheila comprit et lui dit qu'il était temps de vivre sa vie différemment, l'exhortant à cesser de chercher un endroit pour mourir, affirmant que l'important était qu'elle soit en vie. Sheila lui expliqua que qu'elle tombe amoureuse du combattant ou de sa lame, elle devait regarder la personne, pas l'arme, et Oliver était cette personne. Katie intervint, jurant à Nanao qu'elle ne la laisserait pas mourir parce qu'elle était devenue son amie. Oliver demanda alors à Nanao de promettre de ne pas essayer de se suicider quoi qu'il arrive, et elle lui jura, lui demandant de lui apprendre à vivre à Kimberly parce qu'elle n'avait rien compris aux leçons. Oliver la rassura que ce n'était pas trop tard pour cela, et Sheila ajouta qu'au moins elle ne serait pas aussi mauvaise que Guy. Le lendemain matin, Nanao retrouva ses amis et s'excusa de les avoir inquiétés la veille. Bit lui dit qu'il ne s'était pas du tout inquiété, alors Nanao dit alors qu'il devrait aller en classe. Alors que Nanao marchait juste derrière Oliver, elle lui dit que Sheila avait dit qu'elle devait regarder la personne, pas l'épée. Oliver répondit que Sheila ne voulait pas lui dire de lui coller son visage. Juste à ce moment-là, Katie intervint, disant à Nanao qu'elle ne devrait pas être si collante avec Oliver. Ils se rendirent en classe, où un étudiant nommé Garland demanda s'il pouvait utiliser le champ d'épée. Garland anticipa cette question et expliqua qu'il existait un type spécifique d'art de l'épée appelé champ d'épée, une technique utilisée par les sorciers en un seul pas et un seul sort pour tuer les adversaires, sans faute ni résistance. Il mentionna qu'il existait 6 champs d'épée connus, bien que d'autres soient encore en développement. Au final, Garland déclara que ces champs étaient très secrets et qu'il ne pouvait pas dire s'ils pouvaient les utiliser ou non, leur ordonnant de retourner à leur entraînement et de ne pas perturber la classe. Nanao dit que la technique l'intriguait et demanda à Oliver ce qu'il en savait. Il admit qu'il n'en savait pas plus que ce qu'il avait entendu. À ce moment-là, Richard les accusa de se relâcher dans leur entraînement, ce à quoi Oliver répondit qu'ils devaient tous s'entraîner parce qu'ils étaient au même niveau. Richard demanda à Oliver s'il l'accusait aussi d'être paresseux. Sheila intervint, disant à Richard qu'il se ridiculisait avec un tel comportement. Richard maintint qu'il parlait à Oliver et le défia en duel. Oliver accepta et Nanao l'exhorta à se battre de toutes ses forces et à ne pas perdre exprès contre Richard. Pendant ce temps, Sheila admit en privé à Oliver qu'elle avait grandi avec Richard et était toujours comparée à lui, ce qui lui donnait l'impression d'être la raison pour laquelle il voulait tant se montrer. Soudain, Bit interrompit, disant que Katie avait disparu après avoir entendu parler du troll hors de contrôle tué lors de la parade. Quelque part, Katie suppliait Darius de ne pas tuer le troll. Darius lui demanda son nom et quand il apprit son nom de famille, il dit qu'il la plaignait d'être née dans une famille aussi stupide. Katie rétorqua qu'elle passerait outre son insulte envers ses parents et lui demanda une chance de convaincre le troll de n'attaquer personne, mais Darius la foudroya avec sa baguette, lui disant qu'elle avait d'abord besoin d'un peu d'entraînement. Juste à ce moment-là, les amis de Katie arrivèrent pour tenter d'empêcher Darius de lui faire du mal. L'étudiante de 4e année Milligan arriva également, le suppliant d'arrêter. Le professeur Garland intervint alors, déclarant que l'enseignement aux étudiants, par des méthodes douloureuses, était interdit à l'académie depuis 5 ans et qu'il devait encore mener une enquête approfondie sur ce qui s'était passé pendant la parade. Par conséquent, le troll resterait en vie pour l'instant car le directeur avait accepté cela. Darius grommela et demanda à Garland s'il avait rejoint les défenseurs des droits civiques. Garland répondit qu'il s'accrochait toujours à ses principes et que les défenseurs des droits civiques n'étaient non plus le petit groupe impuissant qu'ils étaient autrefois.
Darius lui dit de faire comme il voulait, mais le prévint que le troll marcherait d'abord sur Katie. Katie lutta pour se relever du sol, mais ressentit de la douleur. Milligan s'approcha d'elle, exprimant son inquiétude pour le troll en tant que demi-humaine elle-même et lui demanda de lui parler à tout moment. Katie continua son chemin avec ses amis quand ils furent soudainement surpris par un message de Richard, confirmant un défi pour Nano et Oliver de se battre en duel ensemble. De l'autre côté, Katie rencontra Milligan, disant qu'il devait essayer de se connecter avec le troll. Milligan l'informa que la plupart des trolls de Kimberly sont habitués à être entourés de gens, mais ce troll particulier était devenu renfermé depuis l'incident de la parade. Katie s'approcha du troll, prit de la nourriture et lui dit qu'elle n'était pas son ennemi, lui offrant également de la nourriture. Pendant ce temps, Sheila demanda à Nano si cela la dérangerait de défier Richard en duel, ce à quoi Nano accepta. Oliver commenta qu'il ne pourrait pas éviter d'affronter Richard, et la meilleure solution était d'accepter le défi. Guy demanda pour la deuxième fois où le duel aurait lieu, et Pete lui dit que ce serait au premier niveau de la grotte demain. Guy dit qu'il n'avait pas oublié et voulait juste s'assurer. Ils se rendirent ensuite en classe où ils entendirent un groupe d'autres étudiants insulter Katie, la traitant de stupide de se soucier du troll qui avait essayé de lui faire du mal. Guy tenta de les combattre mais Oliver le calma tandis que Pete dit qu'il n'avait aucune intention de se battre. Cependant, dès que Katie entra dans la salle de classe, un étudiant se moqua d'elle et la coinça, disant que cette classe n'était que pour les humains mais qu'il pouvait la guider vers sa cage. À ce moment-là, les amis de Katie se mirent en colère et défièrent de ces étudiants à un combat. À cause de ce combat, ils furent un an plus tard mis en retenue en guise de punition. Sheila leur dit alors qu'elle se sentait impuissante d'être retenue ainsi. Guy dit qu'il avait eu 5 étudiants et il n'en était pas désolé. Nano intervint en disant qu'elle avait mis à terre 12 étudiants. Sheila répondit qu'elle s'attendait à cela de la part de Nano et Guy, mais ne pouvait pas croire qu'Oliver soit celui qui avait commencé. Oliver dit qu'il ne se défendrait pas et les invita à l'insulter autant qu'il le voulait. Katie s'excusa auprès de lui et aussi auprès de Nano et Guy, disant qu'elle ne pouvait pas se défendre. Oliver lui dit que ce n'était pas sa faute, tandis que Guy indiqua que c'était le bon moment pour eux de décharger leur colère puisque ces étudiants l'avaient insulté devant eux. Katie les remercia, disant que cela aggravait encore les choses, car la plupart de leurs camarades de première année étaient maintenant contre eux. Ainsi, Richard saisirait l'occasion de profiter de la situation autant qu'il le pourrait. Nano dit qu'il serait impuissant seul comme ça. Katie remarqua que le duel de demain ne serait jamais équitable et demanda à Oliver s'il le savait vraiment. Puis le moment du duel arriva et nos héros tirèrent leurs épées. Oliver conseilla à ses amis de ne pas hésiter à attaquer s'ils sentaient un danger. Puis ils commencèrent à descendre un long chemin dans la grotte mené par les amis de Richard jusqu'au lieu du duel. Guy se demanda où ils allaient et Sheila expliqua qu'il y avait de nombreux endroits pour faire un duel dans la grotte. Pete espérait que Richard et ses amis ne leur avaient pas tendu de piège. Bientôt, les amis de Richard les menèrent à l'endroit prévu qui était l'arène Fluffy, où ils furent surpris de trouver tant d'étudiants. Oliver demanda ce qui se passait, puis ordonna à Sheila de protéger Katie, Guy et Pete. Sheila accepta et lui dit qu'il comptait sur lui et Nano. Juste à ce moment-là, Richard apparut et de nombreux monstres furent lâchés dans la zone de compétition. Richard les abattit immédiatement avec son épée. Nano se demanda alors ce qui se passait et Oliver expliqua que c'était le jeu traditionnel de chasse aux kobolds joué par les sorciers, bien que certains s'y soient tellement opposés que c'est devenu rare à cette époque. Richard s'approcha alors d'Oliver, lui demandant ce qui se passait puisqu'il savait qu'il était venu ici juste pour un duel. Richard lui dit qu'il ne gagnerait aucun honneur en les battant dans un duel régulier, alors il chasserait à tour de rôle et celui qui tuerait le plus de kobolds serait le vainqueur. Oliver pensa un instant que Richard semblait très doué à ce jeu. Puisque Nano n'avait jamais vu de kobold auparavant, il serait préférable de laisser Richard gagner afin qu'ils puissent avoir une chance de réparer leur relation avec lui. Soudain, l'un des amis de Richard repéra un kobold qui s'échappait et le poursuivit, le tuant au milieu des acclamations de la foule. Nano cria de colère, demandant ce qu'il y avait d'amusant dans ce qu'il faisait et comment il pouvait forcer ceux qui ne pouvaient pas se battre à rester dans l'arène pour s'affronter et se blesser mutuellement. Les étudiants se levèrent alors et commencèrent à jeter des choses sur Nano, exigeant qu'elle parte si elle ne voulait pas se battre. Nano se tourna vers Oliver, demandant de partir parce qu'il n'y avait rien ici qui vaille la peine de dégainer leurs épées. Richard lui demanda si elle ne savait pas combien d'efforts avaient été déployés pour organiser cela, tandis que les amis de Richard lui bloquaient le chemin, exigeant qu'elle revienne et se batte ou ils l'affronteraient tous. Pendant ce temps, un étudiant essayait de faire sortir le deuxième kobold dans l'arène, mais fut choqué quand ce qui émergea de la cage fut un Garuda, causant le chaos alors qu'il en tuait un. Richard se figea de peur, disant que personne ne lui avait dit qu'un monstre comme celui-ci serait là. Tout le monde pointa ses épées vers le Garuda, essayant de le vaincre, mais il esquiva agilement leurs attaques. Il enfonça ensuite ses griffes dans un autre étudiant, semant le chaos sur son passage. Oliver avertit Richard que le Garuda était une créature puissante et qu'il n'était pas de taille face à sa puissance. À ce moment-là, les étudiants tentèrent d'ouvrir la porte de l'arène, mais elle ne bougea pas. Le Garuda devint encore plus furieux, massacrant de nombreux devant un Richard stupéfait qui tenta de l'attaquer. Oliver le calma, l'avertissant qu'il deviendrait la première victime du Garuda. Richard courut de peur vers la porte, et le Garuda tenta de le poursuivre, mais Nano le coupa avec son épée, exigeant qu'il reste en place puisqu'elle était son adversaire et qu'il devait l'affronter. Le Garuda recula et Nano avança droit vers lui avec son épée. Guy suggéra de l'aider, mais Sheila lui dit que s'ils allèrent vers elle, ils ne feraient que l'entraver. Guy demanda à Sheila s'ils allaient juste regarder.
Sheila leur rappela qu'elle avait promis à Oliver de les protéger tandis que Nano continuait d'attaquer le Garuda. Alors le Garuda s'envola et plongea rapidement, projetant Nanao et son épée au loin. Oliver chargea le Garuda avec son épée, tentant de le taillader, mais le Garuda blessa Oliver avec sa griffe. Nano s'approcha alors du Garuda et dévia sa griffe avec son épée pendant qu'Oliver se cachait un peu pour soigner sa blessure. Richard demanda à Oliver comment il continuait à se battre alors que lui et Nano avaient peur. Oliver répondit qu'il ne pensait pas que Nano ait peur du tout parce qu'elle était une vraie combattante, alors il devait l'aider ou cette combattante mourrait avant qu'il ne lui apprenne à agir comme une personne normale. Oliver retourna au combat où Nanao affrontait toujours le Garuda et lui dit qu'il créerait une ouverture pour elle, lui demandant de l'exploiter et de tuer le Garuda. Puis tous deux se dirigèrent rapidement vers le Garuda et Oliver le frappa. Juste au moment où Nano était sur le point de le frapper, ils furent surpris de voir le Garuda se rétablir. Oliver s'interposa devant lui à ce moment-là pour le distraire et Richard les rejoignit dans le combat. Puis Nano sauta rapidement sur le corps du Garuda et lui coupa la tête, surprenant tout le monde. Oliver remercia Richard pour son aide et Nano, comprenant, nota que les vents lui étaient alors dus. Elle le remercia de les avoir sauvés et il leur dit qu'il était un descendant de la famille Andrews et que personne n'égalait son expertise en technique de vent. Oliver le rassura que tout allait bien maintenant et Richard lui dit qu'il était prêt à risquer sa vie en tant que sorcier, mais craignait de perdre le duel et d'embarrasser tout le clan Andrews. Il leur demanda avec surprise comment ils avaient réussi à combattre un ennemi aussi fort. Nano répondit qu'un samouraï ne choisit pas l'ennemi qu'il combat. Une fois la bataille commencée, il doit juste croire qu'il gagnera. Puis Oliver tendit la main à Richard et lui dit qu'il suffisait qu'il soit resté ferme au combat tandis que la plupart des étudiants fuyaient. Il l'assura qu'il n'oublierait jamais cette bravoure. À ce moment-là, Sheila et le reste de leurs amis vinrent prendre des nouvelles de Nano et Oliver. Sheila remarqua alors que Nano était blessée et Richard dit qu'elle pouvait utiliser la magie de guérison pour soigner Nano. Sheila le remercia, disant que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu à quel point il était formidable. Les événements se déroulèrent et Oliver alla parler à Kirsty, lui disant qu'il se sentait embarrassé par ce qui s'était passé dans l'auditorium de Flavie. Kirsty le rassura de ne pas s'inquiéter, lui assurant que personne ne s'attendait à ce que le Garuda entre dans l'arène de duel. Oliver répondit que c'était Kimberly et que personne ne pouvait échapper au danger qu'elle représentait. Kirsty dit que c'était exactement pourquoi elle voulait le protéger, car sa protection était le seul moyen de s'assurer qu'il puisse agir comme il le voulait au bon moment. Il fut d'accord avec elle. Ailleurs, Katie portait une assiette de nourriture et mangeait, faisant remarquer au troll que c'était vraiment savoureux et lui en offrant. Milligan commenta que Katie semblait trop excitée d'être venue voir le troll avant même le début des cours principaux, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que le troll pourrait ne pas apprécier. Avant que Milligan ne puisse finir ses mots, elle fut surprise de voir que Katie avait réussi à convaincre le troll de manger son petit déjeuner, lui disant qu'elle était incroyable. Ensuite, la professeure Vanessa commença sa leçon, disant qu'il devait maintenant être capable de distinguer les entrailles du garim et du warg. Elle les renvoya ensuite pour le déjeuner. À ce moment-là, Pete grommela parce qu'il devait déjeuner après le cours de Vanessa. Guy répondit que bien qu'il ait parfois dû abattre du bétail chez lui, il ne pouvait pas supporter la leçon d'aujourd'hui. À ce moment-là, nos héros croisèrent les mêmes étudiants qu'ils avaient précédemment combattus, qui les ignorèrent. Ils discutèrent entre eux, Guy notant qu'au moins il n'insultait plus Katie devant elle. Oliver a réfléchi à l'incident d'hier, affirmant que le Garuda ciblait ceux qui ne reconnaissaient pas les droits des demi-humains. Sheila a supposé que cela pourrait être lié à l'attaque du troll sur Katie, ou peut-être une vengeance de la part du groupe de défense des droits des demi-humains. Katie a affirmé n'être au courant de rien de tout cela. Oliver a confirmé qu'il ne l'accusait tôt de rien, mais il pensait que Spark était la mèche qui avait allumé la guerre. Heath a répondu qu'il se sentirait mieux s'il pouvait trouver le coupable derrière l'incident du Garuda, souhaitant ardemment que les professeurs parviennent à résoudre cette affaire. Mais Oliver l'a choqué en révélant que l'incident s'était produit dans la grotte et que les professeurs le considéreraient comme une simple bagarre qui aurait dégénéré. Sheila a fait remarquer que la situation a suggéré que Nano avait peut-être tiré quelque chose d'utile de cet incident. Pendant ce temps, les étudiants ont commenté qu'il avait effectivement comment elle avait combattu ce Garuda, tandis que quelqu'un lui proposait de déjeuner avec elle. Guy a remarqué qu'elle avait gagné pas mal de popularité parmi les étudiants. Katie a dit que c'était à prévoir après que Nanao ait combattu le Garuda, mais elle s'est demandé pourquoi Oliver n'avait pas gagné autant de popularité qu'elle. Sheila a plaisanté en disant qu'elle pourrait passer 1 heure à discuter du style de combat d'Oliver contre le Garuda, ce à quoi Guy a noté qu'elle avait déjà passé la nuit dernière à en parler. Il a fait remarquer que comparé au style de combat brillant de Nano, celui d'Oliver semblait terne et difficile à comprendre. Guy a demandé à Pete s'il essayait de saboter le moral d'Oliver. Pete s'est excusé. À ce moment-là, Sheila a affirmé que personne ne pouvait apprécier le style de combat d'Oliver, à l'exception des experts. Elle a ensuite décidé d'embrasser Oliver en signe d'appréciation. Cependant, Nano est soudainement arrivé et quand ils lui ont dit ce que Sheila avait l'intention de faire, elle s'est rapidement penchée pour embrasser Oliver aussi, puis lui a demandé un baiser puisqu'elle méritait également une récompense pour avoir vaincu le Garuda. Oliver a reculé alors que Sheila déclarait que la demande de Nano était tout à fait raisonnable. Cathy s'est timidement demandé ce qui se passait maintenant tandis que Nano a pressé Oliver de se dépêcher de l'embrasser. Juste avant qu'Oliver ne l'embrasse, sa cousine Shannon l'a interrompu, lui demandant s'il s'était réellement fait des amis. Elle l'a ensuite serré fort dans ses bras avant de partir, lui disant de chérir ses amis. Sheila lui a demandé qui elle était et il a expliqué que c'était sa cousine et qu'il séjournait chez sa famille.
Plus tard, ils sont passés au cours de chimie où le professeur Darius les a informés que les matériaux qu'ils utilisaient pouvaient soudainement subir des changements drastiques. Il leur a demandé de bien s'en souvenir. Nos héros ont continué leurs expériences et Guy a mentionné que c'était leur 5e cours avec Darius. Bien qu'il ait deviné qu'il ferait face à des réactions négatives de la part de Katie après l'avoir rencontré, cela ne s'est pas produit. Sheila a commenté que Darius était peut-être déterminé à devenir un bon professeur. Pendant ce temps, Guy a terminé de préparer sa recette magique et Oliver lui a dit qu'il vérifierait les étapes car la recette contenait des matériaux dangereux. Sheila a dit qu'elle s'occuperait de Nano comme d'habitude, tandis que Pete a demandé à Oliver de ne pas interférer avec sa recette puisqu'il avait travaillé dur dessus. Oliver a ensuite commencé à aider ses camarades de classe jusqu'à ce que Pete ajoute par erreur quelque chose à la recette qui a failli la faire prendre feu. Oliver a utilisé un sort pour retourner le pot et s'allonger dessus, essayant de le contrôler avant qu'il n'explose. À ce moment-là, Darius a remarqué ce qui s'était passé et a félicité Oliver, lui demandant son nom et son titre. Il lui a dit que sa gestion de la situation montrait à quel point il avait étudié tout ce qu'il avait appris, promettant qu'il se souviendrait de son nom et de son visage. Pourtant, avant de partir, Darius a averti Oliver de choisir ses amis avec plus de prudence. Après cela, Sheila a dit à Oliver que Darius reconnaissait son talent, tandis que Pete s'est excusé auprès d'Oliver, disant qu'il l'avait sauvé. Puis Richard est venu et a averti Oliver à propos de Darius, disant qu'il prenait les étudiants doués sous son aile pour ruiner leur futur de carrière. Il accuse également les meilleurs étudiants de voler leurs recherches et de les présenter comme son propre travail. Oliver est resté silencieux et Richard l'a exhorté à ne pas faire confiance au professeur Darius, l'assurant qu'il serait bientôt invité à le rejoindre. Oliver l'a remercié pour le conseil. Richard a ensuite mentionné qu'une de ses connaissances voulait faire la connaissance de Katie et des autres, à cause de l'incident du troll. Bientôt, Mackley est apparu et s'est excusé auprès de Katie et des autres, disant qu'elle n'avait pas su que le troll deviendrait incontrôlable comme ça. Guy lui a demandé pourquoi elle avait fait cela et elle a répondu que son père lui avait dit que les militants anti-droit étaient une honte pour les sorciers partout, alors elle avait utilisé son sort comme une sorte de farce. Il lui a dit que trahir quelqu'un par derrière était un acte lâche. Mackley s'est excusé à nouveau, Oliver lui a ensuite demandé qui était impliqué avec elle dans le fait que le troll soit devenu incontrôlable. Mackley a répondu qu'elle ne savait pas. Elle avait juste jeté le sort sur Katie pour l'embarrasser. Après cela, nos héros ont discuté de la question entre eux, Sheila se demandant s'ils pouvaient vraiment faire confiance aux paroles de Mackley et qui avait alors rendu le troll fou. Katie les a exhortés à arrêter d'y penser, disant qu'elle irait voir le troll. Elle a ensuite rencontré le troll, commençant à lui demander ce qui s'était passé le jour de la cérémonie, l'assurant qu'elle savait qu'il ne ferait de mal à personne sans raison. Pendant ce temps, Oliver enseignait un sort à Nan Hao, lui demandant d'abord d'imaginer ce qu'elle voulait faire dans son esprit. De retour avec Katie, elle souhaitait pouvoir parler davantage au troll. À sa surprise, il a parlé, lui demandant de ne plus revenir le voir car l'ennemi était quelqu'un d'incroyablement dangereux. De l'autre côté, Nano a lancé un sort de vent et Oliver lui a dit qu'elle ne devait pas se précipiter pour le maîtriser. Nano a expliqué qu'elle voulait le maîtriser rapidement puisque c'était le premier sort qu'elle faisait avec tout le monde et elle voulait le lancer à nouveau avec eux, bien qu'elle pensait que le troll ne s'échapperait pas cette fois. Oliver lui a demandé ce qu'elle entendait par s'échapper et elle lui a dit qu'elle avait remarqué que le troll avait couru vers la porte de l'académie pendant un instant. Oliver a fait remarquer pensivement qu'il y avait une énorme différence entre le troll tentant de s'échapper et devenant incontrôlable. Oliver et Nano ont alors sprinté immédiatement vers le dortoir du troll où Oliver a trouvé la lame de Katie gisant sur le sol. Le troll l'a ensuite informé que l'ennemi avait emmené Katie. Oliver lui a demandé où l'ennemi avait emmené Katie et le troll a répondu qu'il l'avait peut-être emmenée dans un endroit sombre et profond. Oliver a réalisé que Katie avait été emmenée à la grotte et a dit à Nano qu'ils iraient la chercher sans perdre de temps. À ce moment-là, Nano était étonné de la capacité du troll à parler et à comprendre le langage humain. Oliver lui a expliqué qu'il y avait des activistes qui avaient développé un langage pour les demi-humains et ils avaient également amélioré leur intelligence, croyant que cela accorderait aux demi-humains les mêmes droits qu'aux humains. Cependant, ce projet a fait face à des critiques et a été arrêté. Pourtant, peut-être que quelqu'un expérimentait encore avec ce troll. Oliver a clarifié qu'il était maintenant certain que le troll tentait de s'échapper de la procession parce que quelqu'un manipulait son esprit, une personne qui comprenait parfaitement la biologie des trolls. Puis, Oliver et Nano se sont arrêtés quelque part dans la grotte où Oliver a dit qu'il était dangereux de s'enfoncer plus profondément, mais s'il pouvait les contacter à la fin. Avant qu'Oliver ne puisse finir sa phrase, ils ont été choqués par ce qui ressemblait à une explosion. Milligan est apparue et a dit à Oliver que contacter Alphen lui apporterait des ennuis et qu'elle n'était pas d'humeur à cela. Oliver a levé les yeux, choqué de voir Milligan, tandis qu'elle a tout accueilli Oliver et Nano, disant qu'ils étaient maintenant dans ses mains. Elle a exprimé son mécontentement envers eux pour avoir vaincu le Garuda, qui lui avait pris une année entière pour en faire son disciple, mais il l'avait tué à la place. Oliver a jeté un léger coup d'œil en avant et a trouvé Katie allongée là. Il a demandé à Milligan ce qu'elle lui avait fait. Elle lui a dit qu'elle ne lui avait encore rien fait. Elle avait amené Katie parce qu'elle avait éveillé la capacité du troll à parler. Milligan a expliqué qu'elle avait mené des expériences sur le troll pendant un certain temps, mais qu'il avait toujours refusé de lui parler. Puis elle a invoqué ses outils magiques, disant qu'elle examinerait le cerveau de Katie parce qu'elle était curieuse de savoir comment la capacité de parler du troll avait été éveillée. Elle a demandé à Oliver de lui laisser Katie, affirmant qu'elle avait beaucoup d'expérience et la lui rendrait après avoir jeté un coup d'œil à son cerveau. À ce moment-là, Nano a chargé Milligan avec son épée, déclarant qu'il était inutile de parler. Cependant, Milligan a jeté un sort de pétrification sur Nano.
L'immobilisant sur place, Oliver a rapidement dissipé le sort. À ce moment-là, Milligan a dit qu'elle avait reçu le basilic en cadeau de son père pour sa protection et que ce basilic avait tué 5 de ses frères et sœurs avant de s'installer en elle. Elle s'est ensuite présentée à nouveau, disant qu'elle était une militante des droits spécialisée dans la biologie des demi-humains, surnommée Milligan œil du serpent à cause de ce basilic. Alors que les yeux de Milligan brillaient de la volonté d'attaquer, Oliver a ordonné à Nanao de ne pas regarder dans les yeux de Milligan. Tous deux se sont précipités sur Milligan avec leurs épées, mais Milligan a réussi à repousser l'assaut. À ce moment-là, Oliver s'est caché pour se protéger de la contre-attaque de Milligan, tandis que Nanao a chargé férocement Milligan, imperturbable par l'affrontement. Chacun a montré ses compétences à l'épée, Milligan exprimant son admiration pour la vitesse et la maîtrise de l'épée de Nano, suggérant que les rumeurs à son sujet étaient peut-être vraies. Nano possédait en effet une vitesse extraordinaire. Pendant ce temps, alors que Nano était absorbée par sa conversation avec Milligan, elle a été prise au dépourvu par un piège, manquant de trébucher au sol. Mais Oliver est intervenu juste à temps, sauvant Nanao de la chute. Milligan a alors fait remarquer qu'Oliver intervenait chaque fois que Nanao était distraite. Oliver a dissimulé son attaque derrière un mur défensif, chargeant rapidement Milligan, mais elle a rapidement riposté, déclarant que c'était une ruse bon marché. Nano a renouvelé son assaut, incitant Milligan à reconnaître qu'elle trouvait Nanao une adversaire coriace, admettant des difficultés à l'affronter directement. Ainsi, Milligan a décidé de recourir à la magie, lançant un sort qui a libéré une lumière massive dans la zone, suivie d'une puissante explosion. Oliver a riposté avec son propre sort, amenant Milligan à se demander pourquoi il n'avait pas lancé un sort direct devant elle. À ce moment-là, Nano s'est précipité vers Milligan pour attaquer, mais Milligan a soudainement affaibli le sol sous elle, créant un trou profond qui a englouti Nano. Juste au moment où Milligan était sur le point d'incinérer Nanao, elle a été étonnée de constater que Nanao avait senti la source du sort et avait dévié sa trajectoire avec son katana. Milligan a été stupéfaite, puis a tiré son épée, déterminée à tester davantage la force de Nano. Elle a dirigé sa flamme vers Nanao, mais Oliver a rejoint Nanao, et ensemble, ils ont bloqué l'explosion de Milligan. Milligan a exprimé sa surprise, déclarant qu'elle pensait qu'ils n'étaient que des personnages secondaires dans l'histoire de Caddy. À ce point, Oliver a demandé à Nano si elle pouvait exécuter leur plan, et Milligan était curieuse de savoir comment il l'amuserait. Sans hésitation, Nanao a chargé Milligan, tandis qu'Oliver a résolu en interne de distraire Milligan en lançant sort après sort, s'assurant qu'elle ne verrait pas l'attaque de Nano. Cependant, Oliver a rapidement réalisé que Milligan avait un œil caché dans sa main gauche, ce qui a ralenti l'approche de Nano. Malheureusement pour Milligan, Nano était plus intelligente et a habilement déjoué son œil magique, faisant tomber soudainement la main de Milligan au sol. Nano a déclaré à Oliver qu'ils avaient gagné. Oliver l'a ensuite interrogé sur ce qu'elle venait de faire, mais Nano semblait inconsciente de ses actions, tandis qu'Oliver pensait en lui-même qu'elle venait d'utiliser un champ d'épée. C'était différent de n'importe lequel des 6 champs d'épée connus, c'était un champ inconnu dans ce monde. Ensuite, tous deux se sont assis à côté de Milligan, où Oliver a commencé à la soigner. Nano a déclaré que Milligan n'avait sûrement pas eu l'intention de les tuer. Oliver l'a assuré que Milligan irait bien maintenant, suggérant qu'il ramène Caddy au dortoir de l'académie. Nano a ajouté qu'elle recevrait maintenant un baiser de victoire, mais ils ont été surpris par l'arrivée d'Alvin et Carlos qui ont demandé s'ils allaient bien ou s'ils allaient bien. Carlos a mentionné qu'ils avaient reçu des informations d'une source anonyme concernant leur remplacement, tandis qu'Alvin a exprimé son étonnement face à leur capacité à vaincre Milligan. Ils sont ensuite retournés au dortoir de l'académie où Caddy a repris conscience. Oliver a raconté tout ce qui s'était passé avec Milligan, ce qui a amené Sheila à commenter que Caddy avait réussi à communiquer avec une Milligan surprenante. Caddy s'est enquise du sort du troll, ce à quoi Oliver a spéculé qu'il considérerait son œil unique, puisqu'il était le seul troll à avoir réussi l'expérience d'intelligence. Caddy a répondu avec délice que c'était bien, puis s'est approché d'Oliver et Nano, les remerciant d'un baiser. Elle a résolu de donner une forte gifle à Milligan, puis de décider comment aborder leur relation, affirmant qu'elle changerait l'académie pour le mieux pendant son séjour là-bas jusqu'à l'obtention de son diplôme. Oliver a crié, réalisant qu'il avait réussi à protéger quelque chose. Alors que nos héros marchaient dans le couloir de l'académie, Darius a bloqué leur chemin, demandant à parler à Oliver de quelque chose. Ils se sont séparés et Darius a révélé qu'ils étaient sur Tunax sur le point de récupérer la recherche d'un étudiant, une tâche habituellement laissée à d'autres, expliquant que c'était pour un étudiant exceptionnellement talentueux qui s'était approché très près d'un sort et était mort. Oliver a compris que la magie avait consumé cet étudiant. Darius a affirmé que ceux qui sont consumés par la magie laissent toujours derrière eux de nouvelles découvertes. Soudain, un monstre est apparu devant Darius et Oliver, et Darius l'a rapidement coupé en deux avec son épée. Oliver s'est émerveillé, disant à Darius que ces monstres étaient plus forts que Garuda. Pourtant, Darius les avait vaincus sans même une chance. Il a conduit Oliver à un endroit avec un grand cercle magique et a demandé si Oliver était au courant de ce qui était arrivé à ce troll. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il le pensait, Oliver a expliqué que la raison logique de vouloir se débarrasser de ce troll était de cacher des preuves. Il a en outre clarifié qu'il avait également la preuve que Darius avait fourni des demi-races à Milligan. Darius voulait savoir comment Oliver avait découvert cela. Oliver s'est enquis des intentions de Darius en aidant Milligan dans ses recherches.
Darius l'a informé que son objectif était d'éradiquer la folie au sein de l'humanité. Il a expliqué que depuis l'aube de l'humanité, la société était composée de 1% de génies et de 99% de fous, et il voulait changer cela en modifiant la source de l'intelligence humaine elle-même. Oliver a demandé s'il avait l'intention d'utiliser la même méthode sur les humains, ce que Darius n'a pas nié, mais a mentionné qu'obtenir des échantillons de demi-race pour ses recherches serait désormais difficile. Oliver l'a interrogé sur ce qu'il voulait de lui, et Darius a expliqué qu'il avait besoin d'aide pour ce qu'il faisait. Il a ensuite demandé à Oliver où il se trouvait et ce qu'il faisait en l'an 1525 du grand calendrier, la 8e nuit du 4e mois. Darius a trouvé la question intrigante et a demandé à Oliver ce qu'il savait. Oliver est devenu agité et exigeant une réponse puisqu'il était celui qui posait la question. Darius a remarqué avec surprise que la femme avait encore des parents vivants. Oliver l'a remercié de ne pas avoir changé au cours des 7 dernières années et d'être resté le même Darius qu'il avait toujours détesté. Oliver a posé sa main sur son épée, disant à Darius de tirer son arme quand il le souhaiterait. Darius a dégainé son épée et a chargé Oliver avec une intention menaçante, jurant de ne pas le laisser mourir d'une mort humaine. Tous deux ont commencé à montrer leurs compétences en combat à l'épée. À ce moment-là, Oliver a prédit l'avenir. Remarquant que les compétences de Darius étaient supérieures aux siennes, il a résolu d'utiliser le 4e champ d'épée pour éliminer Darius. Oliver a rapidement maîtrisé Darius, le faisant tomber au sol. Étonné de la façon dont Oliver avait utilisé le 4e champ d'épée, car il était censé être mort avec cette femme il y a 7 ans, Oliver a révélé qu'il avait hérité de certains traits de sa mère, laissant Darius sous le choc. Oliver a expliqué que le sort de douleur pouvait reproduire la douleur que l'utilisateur ressentait personnellement. Il s'est ensuite approché de Darius, déclarant qu'il ressentait les 128 formes de douleur qu'il avait infligées à sa mère et continuerait à le torturer avec ses sorts, lui rendant chaque once de douleur qu'il lui avait causée. Se levant, Oliver a demandé à Darius de chercher les mots magiques de qui le conduiraient à lui pardonner et à l'absoudre. Il a lancé le premier sort, faisant crier Darius de douleur, se demandant comment il osait faire cela à son professeur, se demandant s'il essayait de s'opposer à toute l'académie. Oliver a continué à tourmenter Darius, se rappelant le moment où il avait piégé sa mère, lui disant que c'était la douleur numéro 57 et non la moitié de la douleur que sa mère avait subie. Il a pressé Darius pour les mots magiques, incitant Darius à le supplier de le tuer. À ce moment-là, Gwen et Shannon sont arrivés, demandant à Oliver si c'était fini, ce à quoi il a confirmé que oui. Gwen s'est enquise de son état et Oliver a répondu qu'il ne pouvait l'utiliser que 2 fois de plus, après quoi il mourrait s'il l'utilisait à nouveau. Il a demandé à Gwen de compter sur eux, l'assurant qu'ils ouvriraient la voie. Puis Kirsty est apparu pour la première fois devant Oliver, déclarant que le servir était un honneur. Oliver a réalisé que c'était elle qui avait parlé à Alvin de son incident avec Milligan. Peu après, Gwen a présenté Oliver aux disciples de sa mère et Oliver a mis la couronne. Les disciples de sa mère lui ont demandé de régner et de les guider jusqu'à ce que tous les traîtres qui avaient trahi sa mère soient morts. Oliver a juré de tous les tuer, déclarant qu'il en restait 6 et qu'il ne permettrait à aucun d'entre eux de survivre. Après 4 mois, les professeurs se sont tous réunis et Vanessa a dit à la directrice Esmeralda qu'ils se rencontraient pour discuter de Darius. Esmeralda a répondu que cela faisait 4 mois que Darius avait disparu, donc ils pouvaient le considérer comme mort. Francis a été choqué et a dit que Darius n'était pas du genre à se perdre bêtement dans une grotte. Enrico a répondu que cela signifiait que quelqu'un devait l'avoir tué. Vanessa a ajouté que c'était quelque chose que personne ne pouvait faire car si quelqu'un avait pu tuer Darius, ce serait soit l'un des 6, soit ce garçon Garland ou même McFarlane aurait pu le faire. Juste à ce moment-là, McFarlane est apparu soudainement et a demandé d'un ton moqueur de quoi il s'agissait, tout ce tapage. Vanessa lui a demandé s'il était revenu, tandis que la directrice lui a demandé de ne pas les interrompre. McFarlane s'est excusé, disant qu'il aimait pimenter les choses quand la situation stagnait. La directrice, compréhensive, a déclaré qu'aucun d'entre eux n'était impliqué dans la disparition de Darius, et dans ce cas, ils ne discuteraient pas davantage de cette affaire. Vanessa lui a alors demandé ce qu'elle ferait si elle découvrait qu'un étudiant était responsable de la disparition de Darius. La directrice a répondu qu'elle le ferait souffrir désespérément. Dans le dortoir des garçons, Pete faisait un cauchemar, se réveillant en haletant. Quand Oliver l'a senti, il a demandé ce qui se passait et Pete lui a dit de rester loin, lui jetant un livre pour le tenir éloigné de son lit. Dehors dans la cour de l'académie, Pete était assis seul et Nano s'est demandé ce qui n'allait pas avec lui car il agissait étrangement depuis le petit déjeuner. Katie lui a demandé si Guy lui avait fait quelque chose. Guy, déconcerté, a demandé à Katie pourquoi il serait responsable de l'état de Pete. Katie lui a dit qu'il était le seul à se comporter de manière imprudente parmi eux. Guy l'a assuré qu'il était toujours très gentil, mais quand les deux ont commencé à se disputer, Pete leur a crié de se taire et de le laisser tranquille. À ce moment-là, Oliver a demandé à Guy et Katie de laisser Pete seul. Pendant ce temps, Mademoiselle Cornwallis est passée près de nos héros et Sheila a tenté de lui parler, mais elle a été complètement ignorée. Nanao a ensuite interrogé Sheila à propos de Cornwallis et Sheila a expliqué que Cornwallis était une de ses proches et que Vi était sa fidèle compagne. Sheila a poursuivi avec une certaine tristesse en disant que Cornwallis l'ignorait depuis qu'elle avait commencé ses études à Kimberly. Guy a fait remarquer que toutes les personnes que Sheila connaissait semblaient rencontrer des problèmes. À ce moment précis, un nouveau professeur nommé Dustin est apparu et a annoncé à tous les élèves qu'il allait leur enseigner comment écrire un ballet aujourd'hui. Katie s'est exclamée avec une grande excitation que finalement, elle allait pouvoir intégrer cette classe qu'elle attendait avec tant d'impatience. Il avait été absolument impossible de rejoindre ce cours avant qu'un semestre entier ne se soit écoulé.
Nano a exprimé sa vive inquiétude, affirmant qu'elle ne pensait pas pouvoir voler sur un balai. Oliver lui a dit qu'elle avait mal compris et Nano l'a regardé avec une expression de surprise. Oliver a poursuivi en expliquant que les balais ne volent pas réellement dans le ciel. Juste à ce moment-là, leur professeur Dustin leur a donné l'instruction de se préparer, les avertissant également que certains balais pouvaient parfois être d'humeur changeante. Il a ensuite ouvert un espace vaste et dégagé. Et lorsque les étudiants y sont entrés, ils ont découvert de nombreux balais flottant dans les airs. Nano a halté, réalisant que les balais n'étaient pas de simples objets. Il a expliqué que ces êtres vivaient des éléments essentiels et des particules magiques présentes dans l'atmosphère, que les balais, en plus de l'énergie magique qu'ils recevaient des sorciers, en échange de leur permettre de voler sur eux, ce qui était un échange équitable. Ensuite, Dustin a pris l'un des balais et a dit à Nano que les balais ne permettraient qu'aux sorciers qu'ils appréciaient de les monter. Il lui a demandé de chercher son partenaire idéal parmi tous les balais. À ce moment-là, Guy a tenté d'obtenir son propre balai, mais il a échoué tandis que Katie avait du mal à choisir le sien, affirmant que tous les balais étaient vraiment très beaux. Oliver, quant à lui, a rapidement trouvé son balai. Il a dit à Sheila qu'il s'était bien entendu avec son balai depuis un certain temps déjà. Puis Sheila a remarqué que tous les balais semblaient apprécier Nano et la suivaient partout. Oliver lui a expliqué que c'était tout à fait normal étant donné l'énergie magique que Nano possédait, mais Nano a continué à marcher sans choisir le moindre balai. Elle est ensuite arrivée devant un balai solitaire, isolé dans un coin. Et Dustin l'a averti que ce balai était une véritable exception et qu'il pourrait la blesser. Elle avait compris si elle n'était pas suffisamment prudente de son véritable maître. Néanmoins, Nano s'est approché du balai et lui a dit que sa aventure précédente était exactement comme ça, très particulière, et qu'elle l'avait choisi, lui, parmi tous les autres. À cet instant, le balai a bondi et est redescendu juste devant Nano. Elle l'a saisi en déclarant qu'elle l'avait choisi comme son partenaire, puis elle s'est envolée à l'extérieur avec lui, à l'étonnement général et surtout à celui de Dustin qui s'est exclamé qu'il avait tenté tant de fois d'apprivoiser ce balai, mais qu'il avait toujours échoué. Pendant que tout le monde observait Nano voler sur le balai, Oliver a pensé en lui-même que ce balai appartenait en réalité à sa mère. Il était donc tout à fait logique qu'il ait choisi Nano pour le monter. Plus tard, nos héros se sont assis ensemble et Nano a exprimé sa grande joie de voler sur ce balai magique. Katie a dit qu'elle était également très heureuse et qu'elle avait hâte d'être au prochain cours, tandis que Guy a mentionné que lui et Pete n'avaient pas très bien réussi dans cette matière. Pete a affirmé qu'il allait assister au cours suivant. Ici, Sheila a exprimé son profond étonnement face à la disparition de Darius, disant que des rumeurs le disaient perdu dans la grotte, mais elle trouvait cela difficile à croire. Guy a ajouté qu'il se disait aussi qu'il s'était perdu lors d'une bagarre entre les professeurs, et puis ils ont entendu la voix de McFarlane qui a déclaré que cela pourrait être l'œuvre d'un sorcier nourrissant une rancune tenace contre Kimberly. À ce moment précis, Sheila a été très surprise de voir son père, qui l'a immédiatement serré dans ses bras, lui disant qu'elle était devenue encore plus belle depuis leur dernière rencontre. Sheila l'a repoussé, lui disant qu'elle l'avait déjà averti de ne pas agir de la sorte en public. McFarlane s'est ensuite tourné vers Nano et lui a demandé comment elle allait. Elle lui a répondu qu'elle allait bien, grâce à lui. Sheila lui a reproché d'avoir fait venir Nano d'Asie, de l'avoir amené dans son pays, puis d'avoir tout simplement disparu. McFarlane a répondu qu'il savait qu'elle prendrait soin de Nano, il en était certain. Sheila lui a demandé avec colère quel genre de père il était pour imposer une telle responsabilité à sa propre fille. McFarlane a alors adressé ses paroles à Nano, disant qu'il semblait qu'elle s'était fait beaucoup d'amis ici, indiquant qu'il avait l'intention de lui parler davantage, mais qu'il était venu pour le cours avant tout. Sheila a réfléchi un instant en répétant le mot « cours ». McFarlane l'a informé qu'il serait leur professeur de chimie pendant un certain temps. En classe, McFarlane a demandé aux étudiants si l'un d'entre eux avait lu son livre « Mon voyage vers l'Est, une œuvre importante ». Cornwallis a dit qu'elle l'avait lu, et Pete a levé la main, affirmant qu'il l'avait lu et qu'il avait une question concernant une différence notable dans une partie de la deuxième édition de l'ouvrage en 25 volumes. McFarlane lui a demandé s'il avait lu l'intégralité de tous les volumes. Pete a confirmé qu'il avait lu 3 volumes. McFarlane lui a demandé son nom et Pete le lui a donné. McFarlane a dit qu'il lui apporterait un cadeau de son prochain voyage en Asie. Ils sont ensuite passés au cours d'ingénierie magique avec le professeur Enrico, qui leur a annoncé qu'il allait leur enseigner les bases fondamentales et les compétences essentielles dont ils auraient besoin pour créer des outils magiques. Enrico a ensuite exposé plusieurs boîtes magiques, demandant à ses étudiants de les démonter dans un délai de 60 minutes, sous peine de rencontrer de gros problèmes s'ils ne parvenaient pas à les ouvrir à temps. Il a suggéré qu'ils se divisent en groupes et commencent immédiatement le travail. Ils ont effectivement commencé à travailler, Sheila étant celle qui progressait le plus, ayant déjà démonté 3 boîtes, tandis qu'Oliver affirmait avoir fait de son mieux et ne parvenait toujours pas à démonter la moindre boîte, malgré tous ses efforts. Alors que le temps était sur le point de s'écouler, Oliver a ordonné à tout le monde de s'éloigner des boîtes et de se protéger. Mais pendant que tout le monde courait dans tous les sens, Pete est resté recroquevillé à sa place. Oliver s'est jeté contre lui pour le protéger. Juste à ce moment-là, de nombreux serpents ont jailli des boîtes. Lorsque les serpents l'ont piégé avec enthousiasme, disant que l'électricité avait su qu'il y avait des serpents à l'intérieur des boîtes, Enrico leur a dit qu'ils étaient aussi vraiment impressionnants et qu'il allait donc leur offrir une récompense bien méritée. Oliver de l'avoir sauvé. Et Oliver lui a chuchoté qu'il voulait lui parler de sa transformation, c'était très important. Après cela, Oliver a demandé à Pete s'il était bien celui qui avait changé de serpent. Pete lui a raconté qu'il avait fait un rêve étrange et qu'à son réveil, il s'était retrouvé sous une forme féminine. Oliver l'a informé que sa condition était extrêmement rare et qu'elle était appelée inversion de genre, un phénomène où une personne alterne entre les genres masculin et féminin. Pete a été choqué, puis Oliver l'a félicité, lui disant que cette condition était considérée comme un véritable don pour les sorciers.
Pete était confus par les paroles d'Oliver, mais Oliver l'a exhorté à lancer le sort de foudre, après quoi il verrait par lui-même de ses propres yeux. Pete a lancé le sort de foudre et a été surpris par une puissance immense qui résidait en lui. Oliver lui a dit que dans son cas, il possédait une puissance supérieure à celle de n'importe qui d'autre. Soudain, Carlos les a interrompus, affirmant qu'il n'avait pas eu l'intention d'écouter leur conversation, mais qu'il avait remarqué ce qui se passait avec Pete depuis qu'il l'avait vu dans la grotte, c'était évident. Puis Carlos a remis une lettre à Pete et lui a dit de venir à une réunion à 8 rennes s'il voulait en savoir plus sur sa condition. Après cela, Oliver a accompagné Pete au premier niveau de la grotte où ils ont été accueillis par Alvin, le président du conseil des étudiants, qui a déclaré que c'était son devoir de vérifier le système, de s'assurer de son bon fonctionnement. Il s'est ensuite excusé pour l'incident de l'auditorium Flavia et pour ce qui s'était passé avec Milligan. Après cela, Alvin a demandé à Pete s'il était vrai qu'il venait d'une famille sans aucune connexion avec la magie. Pete est resté silencieux sans dire un mot. Alvin lui a ensuite demandé comment il trouvait ses études à Kimberly, l'assurant que l'endroit était effrayant et n'avait pas changé d'un iota par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans, même s'il avait fait de grands efforts pour le rendre plus sûr. Alvin les a ensuite conduits à une réunion de ceux qui possédaient des capacités magiques liées au genre. À ce moment-là, les autres étudiants ont accueilli Pete qui semblait visiblement nerveux. Oliver a pris la parole en son nom, expliquant que Pete était un étudiant de première année doté de la capacité d'inversion de genre. Quand Oliver a fini de présenter Pete et lui-même, les étudiants l'ont exhorté à se détendre car il essayait beaucoup trop fort de protéger son ami, c'était évident. Puis Gwen a joué de la musique et Carlos a demandé à tout le monde de profiter pleinement de leur temps. Le lendemain matin, nos héros ont vu un groupe de cavaliers de ballet s'affronter les uns les autres. Guy a été surpris qu'ils fassent cela si tôt, tandis que Nano a fait remarquer que les cavaliers de ballet avaient l'air d'être sur un véritable champ de bataille. Sheila a commenté que le vol sur balai était l'un des sports les plus importants et les plus pratiqués. Soudain, un étudiant de première année nommé Rossi est apparu devant eux. Il s'est présenté et a affirmé connaître tous leurs noms. Il a regardé Nanao et a dit qu'elle était incroyablement talentueuse. C'était indéniable. Sheila est intervenue, disant que la personnalité de Nanao n'était pas aussi simple que de la décrire uniquement comme talentueuse. Rossi a reconnu qu'il le savait et s'est ensuite tourné vers Pete, disant qu'il se retrouverait plus tard, sans faute. Rossi s'est ensuite éloigné, laissant nos héros perplexes face à son comportement étrange et inattendu. Ensuite, ils se sont dirigés vers la classe de Monsieur Garland, où Oliver a triomphé de son adversaire lors d'un duel acharné. Garland a annoncé un match entre Pete et Rossi, et alors que les deux s'avançaient, Katie a remarqué que Pete semblait particulièrement nerveux. C'était flagrant. Oliver a expliqué que Pete essayait de dissimuler ses sentiments. Le duel a commencé et Pete a chargé Rossi rapidement, mais Rossi a riposté avec un coup de pied à l'estomac, faisant tomber Pete. Garland a mis fin à la compétition, disant à Pete qu'il précipitait les choses et qu'il devait être beaucoup plus prudent à l'avenir. C'était un conseil important. Rossi s'est ensuite moqué de Pete, le traitant de princesse et se demandant comment il pourrait bien devenir fort s'il avait tous ses amis pour le protéger constamment. Plus tard, Pete a également mentionné et a demandé un entraînement spécial car il voulait absolument devenir plus fort, c'était son objectif principal. Oliver a proposé de l'aider et Sheila a dit qu'elle l'entraînerait dans le style Rise It, afin qu'il puisse devenir devait absolument essayer très capable revenant d'autres académies. Oliver s'est opposé à elle, insistant sur le fait que Pete devrait plutôt s'entraîner que cette discussion était l'un des 3 sujets les plus controversés et débattus dans le monde de la magie, c'était bien connu. Nano a suggéré qu'elle pourrait enseigner à Pete s'il ne parvenait son pas à se mettre d'accord sur un style. Guy a proposé un compromis et Katie a suggéré qu'Oliver enseigne à Pete la défense tandis que Sheila lui enseignerait l'attaque. Oliver et Sheila ont tous deux accepté et Oliver a dit à Pete qu'il lui apprendrait comment gagner une bataille magique sans se fier à un seul style, mais à plusieurs. Oliver a immédiatement commencé à entraîner Pete, l'interrogeant sur les distances et ce qu'il ferait en fonction de l'espace entre lui et son adversaire. Oliver a tiré son épée et a défié Pete à un véritable duel. Avant que Pete ne charge, Oliver a pointé son épée vers lui et a expliqué que la première façon de gagner est d'utiliser des techniques magiques et la seconde est de lancer des sorts, c'est fondamental. Cependant, il a commis une erreur car il n'avait pas compris la bonne distance à maintenir. Oliver a ensuite présenté la 3e voie vers la victoire. La personne qui observe toujours son environnement est celle qui l'emporte. Pendant ce temps, Rossi écoutait aux portes avec un sourire narquois très intéressé. Après cela, ils sont allés manger, mais Rossi a interrompu leur rassemblement et a dit à Pete qu'il pouvait l'aider à devenir plus fort, c'était une promesse. Sheila a critiqué Rossi pour les avoir interrompus, mais il a insisté sur le fait qu'ils attiraient toute l'attention à l'académie tout en ignorant complètement tous les autres étudiants. Il ne voulait pas rester en arrière-plan de cette manière et il a élevé la voix, demandant à tous les étudiants s'ils ressentaient la même chose, s'ils étaient d'accord avec lui. Oliver a demandé ce qu'il essayait de faire et Rossi a répondu Nano, mais il était temps de devaient avoir une chance équitable de montrer leur propre force des étudiants de première année se joindre à son défi. Cornwallis a dit qu'elle participerait et quand Phil lui a demandé si elle était sûre, car elle avait été terrifiée pendant l'attaque de Garuda, elle a expliqué qu'elle était juste prudente et qu'elle attendait une opportunité propice. Fée a levé la main et a exprimé sa volonté de se joindre à eux, suivie par Nanao qui a dit qu'elle se joindrait aussi. Sans hésitation. Rossi a ensuite provoqué Oliver, lui demandant s'il allait rester sur la touche, à ne rien faire. Oliver a répondu qu'il n'avait absolument aucune raison de refuser de participer à ce défi. Sheila a également dit qu'elle se joindrait à eux et Rossi leur a dit qu'ils devaient discuter du reste des détails de tous les arrangements nécessaires.
Rossi a présenté un document où il avait soigneusement enregistré les noms de tous les participants, déclarant que le vainqueur serait celui qui collecterait le plus grand nombre de médailles. C'était la règle principale. Si quelqu'un perdait un match, il devrait donner une médaille à son adversaire, et une fois que quelqu'un aurait perdu toutes ses médailles, il serait automatiquement disqualifié du tournoi. Rossi a ajouté une jeune fille nommée Evelyne, ceux qui auraient fait le plus de médailles, combat s'affronteraient en finale après une semaine de compétition intense. Que le lancement de sort et le duel d'Evelyne était extrêmement chaotique lorsque Nanao a dévié le sort d'Evelyne avec son épée, faisant tomber l'épée d'Evelyne au loin. Nanao a été déclaré vainqueur et est retourné auprès de ses amis, les annonçant sa victoire avec fierté et un grand sourire. Plus tard, Pete a remercié Oliver de l'avoir entraîné. Oliver lui a dit qu'il apprenait très vite et qu'il maîtrisait de mieux en mieux le jugement des distances. Pete a ensuite demandé à Oliver s'il pouvait retourner au dortoir car il était vraiment très fatigué, il avait besoin de repos. À ce moment-là, Kirsty est apparu et a informé Oliver que Shannon et Gwen l'attendaient pour prendre le thé, c'était une invitation. Sur le chemin pour retrouver Gwen et Shannon, Oliver a croisé Ophelia qui lui a rappelé qu'elle n'était absolument pas d'humeur à se battre, pas du tout. Puisqu'il était résistant à son parfum, elle voulait seulement discuter, rien de plus. Oliver s'est assis à côté d'elle et lui a demandé si elle restait dans la grotte en permanence, tout le temps. Ophelia a répondu qu'elle était retournée au bâtiment de l'académie à plusieurs reprises, car elle avait très envie d'une tarte à la citrouille de la cafétéria, c'était une gourmandise. Il lui a dit qu'il préférait le gâteau et Ophelia a demandé si lui et ses amis attiraient beaucoup trop d'attention. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui a demandé comment il s'était senti. Pendant le combat contre Garuda, c'était une question sérieuse. Oliver a répondu qu'il ne voulait plus jamais ressentir cela, absolument jamais, c'était une certitude. Ophelia lui a rappelé qu'Alvin avait dit exactement la même chose, mais elle pensait qu'il tenait beaucoup à lui, c'était évident. Oliver a demandé pourquoi elle pensait cela et Ophelia a dit que c'était parce qu'il ressemblait à Alvin. Carlos avait toujours se lancer dans des aventures inappropriées. C'était une longue étudiant de première année, ce qui était assez surprenant. À propos de Carlos, disant qu'il s'immiscerait dans tout ce Oliver a ensuite retrouvé Shannon et Gwen qui l'ont chaleureusement accueilli. Elle l'a remercié pour Gwen a demandé comment s'était passé son voyage à travers la grotte, ce à quoi Oliver a admis mais de rester pas encore habitué, mais qu'il essaierait. Shannon a demandé où il l'avait rappelé qu'il s'était déjà rencontré lors de la fête probablement trop tard pour la rattraper maintenant. Il avait croisé Ophelia en chemin par hasard. Shannon et Ophelia se connaissaient plutôt bien depuis longtemps. Gwen a demandé à Oliver a demandé à Shannon si elle était proche d'Ophelia et Shannon a répondu qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il avait une forte intuition. Gwen a mentionné que Nano possédait une nature charmante qui attirait les autres, rappelant quelqu'un qu'il connaissait très bien, c'était frappant. Oliver a admis qu'il y avait quelque chose de spécial chez Nano, il ne cessait de la regarder et ne voulait absolument pas la laisser seule. Shannon lui a dit qu'il avait le béguin pour elle, il a suggéré que Nano pourrait bien être celle qui changerait son essence même, cruciale pour les mages. À Oliver c'était de garder ses sentiments près de son cœur et de rester loyal. Il a demandé à Rossi de se montrer et comme il l'avait toujours fait quelque chose. Oliver a accepté. Alors qu'il retournait au bâtiment qu'il était simplement mécontent. Oliver a été surpris de découvrir aussi qu'il Oliver a fait remarquer que Nanao attirait également l'attention de tout le monde, sans exception. Rossi a fait remarquer qu'il ne comptait pas Nano car elle était d'une grande gentillesse et qu'il ne s'était jamais senti dérangé par elle, jamais. Il a ensuite défié Oliver à un véritable combat pour déterminer qui était le plus fort, disant qu'il n'utiliserait aucune magie, à l'exception des sorts antimortels, c'était la règle. Oliver a accepté et le combat a commencé, Rossi le chargeant férocement. Oliver a bloqué son attaque mais Rossi a marché sur le pied d'Oliver et lui a donné un coup de pied affirmant Rossi s'est mis encore plus en colère et déloyal contrairement à lui-même, le frappant au visage avec la garde de son épée, ce qui a fait saigner Oliver abondamment. Rossi lui a ensuite dit qu'il se battait pour tuer et qu'il ne voyait aucun problème à porter de telles choses. C'était sa philosophie. Oliver l'a remercié de lui avoir fait réaliser qu'il manquait vraiment d'expérience, c'était une leçon. Rossi l'a nargué en lui disant de continuer à parler de cette façon et qu'il en recevrait encore plus. Mais Oliver a dit qu'il n'y aurait plus de combat car il le vaincrait en seulement 8 mouvements, c'était une promesse. Rossi a perdu son sang-froid et s'est jeté sur Oliver. Mais Oliver a rapidement saisi son bras et a expliqué qu'il connaissait ce mouvement depuis de très nombreuses années,
un mouvement qui ne mais Oliver a frappé la main de Rossi avec son épée, le faisant lâcher son arme. Rossi a à ce moment-là, Rossi a remis la médaille à Oliver, a relâché sa prise sur le bras de Rossi, qui a tenté de le frapper à nouveau. Rossi lui a demandé quel était son problème avec lui, et Oliver a expliqué qu'il lui a dit qu'il avait un style spécial, qu'il le souhaitait ardemment développer, mais qu'il devait absolument adopter l'une des techniques de combat essentielles lui avait été donnée pour s'améliorer. Ce qui était une lourde pensée, c'est l'endroit où la plus grande quantité d'énergie magique est stockée. Beat fut stupéfait. Sheila lui expliqua que la matrice s'ouvrirait automatiquement pour lui fournir toute l'énergie magique qu'elle contenait lorsqu'il en manquerait, mais qu'elle l'entraînerait à l'ouvrir et à la refermer. Elle commença à lui enseigner comment gérer la situation, et quand l'énergie magique commença à émaner de Beat, il s'en étonna. Sheila lui expliqua que de cette manière, son énergie magique augmenterait d'un pourcentage significatif et sa force magique grandirait également. À ce moment-là, Nano déclara vouloir essayer cela, étant elle aussi une fille. Oliver lui cria dessus, tandis que Katie proposa d'aller acheter des vêtements pour que Bate les essaie. Cependant, ils furent interrompus par Rossi, qui leur dit avoir perdu plusieurs combats après sa confrontation avec Oliver. Oliver demanda si Rossi avait affronté quelqu'un d'autre par la suite. Rossi répondit que certains participants étaient dangereux et qu'ils devaient être prudents. Rossi demanda ensuite à Beat s'il était devenu plus fort, puis il partit rapidement. Après cela, ils se rendirent au cours du professeur Garland, où Beat eut un duel avec Cornwallis qui le menaçait. Haïti commenta que Cornwallis semblait en colère. Oliver demanda alors à Beat de se concentrer sur Cornwallis et de ne pas se laisser distraire. Cornwallis leva son épée et défia Beat avec colère de s'avancer et de l'affronter. Elle chargea Beat avec une telle force qu'elle le projeta au sol avec son sort. Quand Bate se releva, Cornwallis le renversa de nouveau, disant qu'elle ne voyait aucun intérêt à le combattre. Guy lui conseilla de rester calme et lui ordonna de ne pas utiliser de sort magique dans ce duel. Malgré cela, Bate se releva une fois de plus et pointa son épée vers Cornwallis, essayant de la frapper avec sa magie. Cornwallis déchaîna un sort de foudre qui renversa Bate à nouveau. Elle s'approcha de lui, disant qu'il devait comprendre la différence entre eux maintenant, et le prévint de ne pas être vaniteux juste parce que quelqu'un l'avait un peu loué. À ce moment-là, Beat se rappela le professeur McFarland, le félicitant d'avoir lu chaque volume de son livre, ce qui avait embarrassé Cornwallis devant McFarland à l'époque. Pendant ce temps, Katie dit tristement qu'elle ne pouvait pas voir Beat perdre ainsi. Oliver la rassura en disant que Beat n'avait pas encore abandonné et que le combat était toujours en cours. Il souligna que puisque Cornwallis sous-estimait Beat, cela pourrait le motiver à donner le meilleur de lui-même. À ce moment-là, Beat chargea Cornwallis avec excitation et juste au moment où il allait la frapper avec son épée, le temps s'écoula soudainement. Il retrouva ses amis après et Oliver loua sa performance. Cependant, Bate pleura disant qu'il n'avait pas touché Cornwallis d'un seul coup. Sheila lui dit que son jeu d'épée, dans le style Reset, avait presque réussi. Cornwallis entendit et dit à Sheila qu'elle devrait lui en vouloir de l'avoir amené à ce niveau d'humiliation en lui apprenant à se battre en duel. Guy dit à Beat qu'il était prêt de réussir et qu'il n'y avait pas lieu de désespérer. Rossi leur rappela qu'une défaite reste une défaite, mais il vit que Bed avait fait des efforts, et peut-être qu'il commencerait aussi à apprendre les bases comme lui. Ailleurs, Cathy était assise près de la cage du troll, souhaitant qu'on lui ait offert un meilleur endroit. Soudain, une lettre tomba devant Cathy, et elle en partagea le contenu avec ses amis, disant que c'était des excuses spéciales pour Milligan qui lui avait laissé son propre atelier de recherche. Oliver la mit en garde contre les nombreux dangers de la grotte et lui rappela qu'elle apprenait encore à se protéger. Cathy répondit que le taux de mortalité des demi-races à l'académie était de 820 par an, et la façon dont les créatures magiques étaient traitées là-bas était terrible. Elle était déterminée à changer cela, mais savait qu'elle devait d'abord se faire un nom en tant que chercheuse. Oliver demanda si c'était pour cela qu'elle voulait l'atelier de recherche de Milligan. Katie confirma, demandant leur aide pour gérer l'atelier puisqu'elle ne pouvait pas réussir seule. Nanao lui dit qu'elle protégerait cet atelier en tant que guerrière. À ce moment-là, tout le monde se joignit pour soutenir Cathy, tandis que Beth demanda si elle dédierait un endroit pour ses livres à l'intérieur de son atelier. Oliver dit que la sécurité de tous passait avant tout, et si Katie pouvait respecter cette condition, il pourrait aller vérifier l'atelier le lendemain. Le lendemain, ils visitèrent l'atelier où Oliver remarqua que Nano avait apporté son balai bien qu'il n'y ait pas d'endroit pour voler. Nano répondit qu'elle voulait passer le plus de temps possible avec son balai. Guy demanda à Katie de s'assurer qu'ils allaient dans la bonne direction et Katie le rassura en disant qu'ils étaient ensemble, donc rien de mal n'arriverait. Oliver fit remarquer que la grotte contenait toutes sortes de choses effrayantes, y compris des attaques de bêtes magiques ou des pièges, ou la rencontre d'autres étudiants. Ce qui les dérangerait le plus serait de croiser des étudiants plus âgés et agaçants. Soudain, ils virent un nid de raboules devant eux, puis d'autres créatures bois magiques leur bloquèrent le chemin. Beat dit que le sentier était rempli de créatures magiques, tandis que Guy devina que Katie avait intentionnellement choisi cet itinéraire. Cependant, Katie les arrêta soudainement et jeta une pierre devant, disant que l'endroit était rempli de projectiles à pointe. Elle expliqua que ces pointes ne les tueraient pas mais causeraient de la douleur. Bate demanda comment il passerait alors, et Katie plaça de l'encens sur le chemin, déclarant que les pointes deviendraient inactives une fois l'encens allumé. Mais dès que Katie alluma l'encens, ils furent surpris par un piège et tout le monde commença à courir. Bien qu'ils aient évité le piège, toutes les pointes se logèrent dans le dos de Guy.
Ils continuèrent leur voyage plus profondément dans la grotte jusqu'à ce qu'ils tombent sur un groupe d'étudiants faisant un barbecue. Le chef du groupe les informa qu'il organisait le barbecue pour accueillir les nouveaux étudiants et les invita à la fête. Cependant, nos héros continuèrent tout leur chemin, commentant que ces étudiants étaient étranges. Sheila nota que la personne qui les avait invités au barbecue était célèbre parmi son groupe. Guy le reconnut alors comme Kevin Walker, connu sous le nom du survivant. Katie demanda si Kevin était si incroyable. Sheila répondit qu'il avait disparu dans la grotte pendant 6 mois et était revenu vivant après qu'ils aient même organisé ses funérailles. Katie spécula qu'ils auraient dû accepter son invitation au barbecue. Soudain, ils s'arrêtèrent devant l'une des étudiantes qui les avertit qu'il était dangereux de se promener dans la grotte à cette heure tardive, mais elle accueillait toutes sortes de clients. Elle demanda s'ils voulaient des ingrédients pour organiser une grande fête et leur offrit de la viande suffisante pour 6 personnes avec une réduction substantielle puisqu'ils n'étaient pas ses premiers clients, ainsi que quelques boissons. Ensuite, ils continuèrent leur chemin jusqu'à arriver à leur destination prévue. Katie fit exploser le mur avec sa baguette, annonçant qu'ils avaient atteint leur base secrète. Une fois à l'intérieur de l'atelier, Beat se demanda s'il pourrait utiliser tout cela. Katie confirma, disant qu'elle avait entendu dire que cet atelier était le meilleur atelier de recherche de la grotte. Oliver dit qu'il utiliserait l'atelier comme base pour explorer la grotte et s'assurerait que ce soit un abri sûr pour eux. Guy suggéra de poser des pièges autour de l'atelier pour la protection. Ils apprécièrent ensuite la viande grillée et la savourèrent. À ce moment-là, Sheila proposa de donner un nom spécial à leur groupe afin que leur lien perdure. Katie demanda à Beat un nom unique, mais Beat répondit qu'il ne pouvait rien trouver car sa question l'avait surpris. Nano se leva et demanda à chacun de sortir ses lames et de les lever haut pour former un cercle parfait. Elle expliqua que cette forme, dans sa patrie, est appelée la fleur d'épée, symbolisant les liens entre guerriers. Nano demanda ensuite à tous de toujours se souvenir de la forme de la fleur qu'ils avaient créée à cet endroit, leur assurant que la fleur ne serait jamais déchirée. Elle nomma le groupe la fleur d'épée. Oliver convint que c'était un bon nom. À ce moment-là, Katie demanda à Sheila si ce moment s'était bien avéré spécial comme elle l'avait souhaité, ce que Sheila confirma. Tout le monde se réjouit ensemble, tout le monde s'installa dans l'atelier et Nano dit qu'elle se sentait de nouveau comme une enfant. Pete remarqua que le changement n'était pas mauvais, et Oliver leur rappela que c'était l'insistance de Katie sur l'idée de l'atelier qui les avait amenés ici. Guy soutint les paroles d'Oliver pendant que Katie s'assoupissait. Pendant ce temps, Cornwallis se tenait à l'extérieur de la grotte avec Faye, affirmant qu'elle prouverait à Sheila qu'elle n'était pas un substitut pour elle. Au petit matin, Nano remercia Oliver de s'être levé tôt pour l'entraîner. Oliver la rassura en disant que c'était bien temps qu'ils avaient l'endroit parfait pour cela. Il demanda si elle pouvait utiliser le champ de l'épée à nouveau, mais Nano secoua la tête. Oliver suggéra alors de pratiquer le lancement de sorts, et bien que Nano lui ait demandé de s'entraîner avec elle d'abord, il refusa, insistant sur le fait qu'elle devait d'abord apprendre les techniques de sorts, car elle devait se fondre avec les compétences d'épée. Il lui dit que c'était son travail de l'amener à ce point. Nano, les yeux écarquillés, demanda ce qui se passerait une fois qu'elle aurait atteint ce point. Oliver répondit qu'elle deviendrait une sorcière de son niveau. Avec excitation, elle dit que cela semblait passionnant. Soudain, ils entendirent Doi crier, ayant juste aperçu un troll. Katie pressa Guy de ne pas crier ainsi, car cela effraierait le troll. Guy expliqua que son cœur s'était presque arrêté quand le troll était apparu de nulle part. Katie mentionna qu'il était temps d'amener le troll à son atelier. Oliver, perplexe, demanda si le troll était venu seul dans la grotte. Juste à ce moment-là, Milligan le surprit par sa présence, disant que c'était elle qui l'avait amené. Oliver fut étonné de la voir. Elle expliqua qu'elle voulait seulement aider un peu. Pendant ce temps, Pete était toujours allongé à l'intérieur, se réveillant et cherchant ses lunettes, qu'une main en mouvement lui présenta, choquant Pete alors qu'il se précipitait vers ses amis. Tout le monde était stupéfait. Milligan leur dit qu'elle avait transformé sa main gauche que Nano avait coupée en un être vivant. Sheila interrogea alors ses motivations pour avoir donné l'atelier à Katie. Milligan répondit qu'elle investissait dans le potentiel futur de Katie, voulant partager le mérite une fois qu'elle aurait atteint un grand succès. Milligan rappela à tous que Katie voulait s'occuper du troll elle-même et cet endroit serait parfait pour cela. Katie confirma qu'elle y avait effectivement pensé, tandis que le troll exprimait sa préférence de rester près d'elle. Sheila nota qu'il semblait plus calme maintenant. Katie suggéra alors de le nommer Marco. Oliver demanda à Marco s'il les connaissait. Marco répondit avec assurance que Katie parlait souvent d'eux. Il appela chaque personne par son nom, les déclarant ses amis puisqu'ils étaient les amis de Katie. Oliver s'approcha de Marco, exprimant son plaisir de le rencontrer. Milligan les conduisit ensuite à l'entrée la plus proche de l'atelier. Guy commenta que c'était le moyen le plus rapide d'entrer dans la grotte. Milligan les avertit que même si le passage semblait rapide, ce n'était pas toujours possible en raison de la nature capricieuse de la grotte. Elle les informa qu'elle partait et leur conseilla de ne pas baisser leur garde s'ils continuaient à explorer la grotte. Avec excitation, Katie proclama qu'ils continueraient à chercher et ils reprirent leur quête. Guy mentionna qu'il n'avait jamais imaginé marcher aux côtés d'un troll. Oliver l'informa que Marco était un bon gardien. Soudain, Sheila les avertit que continuer les mènerait au deuxième niveau de la grotte, qui était plus grand et plus complexe que le premier, judicieusement nommé la forêt aux mêlées. En raison des créatures de magiques déséquilibrées là-bas, Guy s'exclama qu'il y avait une forêt sous la grotte. Juste au moment où Sheila suggérait de faire demi-tour, Cornwallis la surprit, lui demandant si elle explorait les profondeurs, confirmant qu'elle attendait de prendre son insigne. Marco se précipita alors vers Cornwallis pour attaquer.
Katie le calma tandis que Cornwallis insista qu'il n'était pas permis d'utiliser un allié amical dans ce tournoi. Katie rétorqua que c'était elle qui était apparue de nulle part. Faye, essayant d'apaiser la situation tendue, suggéra que Faye devrait aussi se battre contre quelqu'un. Oliver interrogea Sheila sur la relation entre Faye et Cornwallis. Sheila répondit que leur relation était similaire à celle d'un professeur et d'un chevalier. Oliver nota que leur travail d'équipe serait alors solide. Sheila remarqua qu'ils pouvaient encore vaincre Cornwallis et Faye étant donné les 6 mois qu'ils avaient passés ensemble. Oliver désigna Nanov pour combattre aux côtés de Sheila car elle était également avide de bataille. Soudain, Albright apparut, déclarant qu'il se joindrait et ferait partie de l'équipe de Cornwallis. Nanao demanda qui était Albright. Oliver expliqua que la famille Albright était connue pour ses sorciers combattants supérieurs. Cornwallis demanda à Albright s'il voulait vraiment rejoindre son équipe et il lui dit que cela ne le dérangeait pas. Albright adressa ensuite sa question à Sheila, jetant un coup d'œil à Oliver, et demanda si Sheila voyait un inconvénient à ajouter l'inconnu à son équipe. Sheila se mit sur la défensive, offensée par son manque de respect envers Oliver. Mais Oliver la calma, disant qu'il n'avait aucun problème avec la bataille à 3. Cornwallis, cependant, tenta de rejeter la participation d'Albright. Faye la calma, soulignant que c'était bénéfique puisque Albright ciblait Nanao. À ce moment-là, Albright leur ordonna de le suivre au 2e niveau de la grotte. Sheila lui rappela qu'ils avaient d'autres étudiants avec eux, rendant cela dangereux. Il lui demanda de les renvoyer au dortoir, mais Katie insista pour rester le regarder se battre. Guy et Pete firent écho à ses sentiments. Marco dit qu'il protégerait tout le monde. Faye remarqua que Sheila avait beaucoup d'amis. Cornwallis lui ordonna de se taire. Ils atteignirent finalement un endroit approprié pour se battre. Albright demanda si quelqu'un voyait un inconvénient à ajuster le sort mortel à la moitié de sa puissance. Cornwallis le prévint qu'il regretterait d'avoir essayé de les poignarder par derrière. Albright répondit que tout ce qui l'intéressait était de combattre le samouraï et lui demanda de ne pas s'attendre à de l'aide. La bataille commença et Cornwallis fut surprise quand Oliver cibla Albright, déclarant qu'il le combattrait parce qu'il ne permettrait à personne de l'insulter. Cornwallis demanda ensuite à Faye de combattre le samouraï. Pendant ce temps, Nano dit à Sheila qu'elle allait enfin voir sa lame. Sheila promit de ne pas la décevoir alors qu'elle chargeait Cornwallis, lui demandant pourquoi elle la haïssait. Cornwallis répondit que même si elle lui disait la raison, elle ne comprendrait pas. Leurs épées s'entrechoquèrent, poussant Nano à admirer le moment tandis que Faye nota que toutes deux s'étaient entraînées dans le style risé depuis l'enfance. Faye dit alors à Nano que leur combat ne serait pas aussi agréable. Il lui lança une boule de feu et commença à courir. Nano remarqua qu'il jouait à un jeu de poursuite. Elle le suivit. Pendant ce temps, la bataille faisait rage entre Oliver et Albright, Oliver déchaînant le feu tandis qu'Albright ripostait avec des vagues d'eau. Quand Oliver se jeta sur Albright, il activa une barrière murale. Cependant, Oliver sauta par-dessus, évitant le coup. Albright le nargua, disant qu'il n'était qu'un gars normal faisant des acrobaties tout en essayant de le vaincre. Oliver l'exhorta à se retenir jusqu'à ce qu'il le mette à terre. Albright bondit vers le haut, mais quand il essaya de laisser tomber son épée sur Oliver, Oliver le bloqua. Albright déclara alors qu'il appliquait un large éventail de sorts pour distraire son adversaire, suivi d'une frappe directe pour gagner ses batailles. Oliver réalisa qu'Albright avait compris son astuce et redirigea sa lame de la même manière. À ce moment-là, Albright se moqua d'Oliver, disant qu'il appliquait simplement ce qu'il avait appris dans les livres. Mais Oliver le chargea rapidement, lui effleurant la joue et lui demandant comment il commenterait cela. Albright reconnut sa bravoure. Alors que les amis d'Oliver regardaient la scène se dérouler, Katie remarqua que l'attaque d'Oliver venait d'envoyer un éclair illuminant le ciel. De l'autre côté, Faye maudit intérieurement Nano, s'interrogeant sur son pouvoir. Cornwallis lui dit qu'il était faible et insista qu'il devait gagner à tout prix. Se souvenant de moments passés, Faye dit à Cornwallis qu'il lui appartenait et qu'elle pouvait le commander, promettant qu'il déchirerait son ennemi pour toujours. Cornwallis leva alors sa baguette haut, transformant Faye en un loup-garou massif et lui ordonna d'y aller. Elle le grimpa, se précipitant vers Sheila et Nano. Nano la rencontra avec son épée, mais fut choquée que son coup n'ait pas ébranlé le loup-garou que Cornwallis avait escaladé. Sheila expliqua que la fée qu'elle affrontait était maintenant un loup-garou, pas un humain, ce qui signifiait que sa capacité à encaisser les coups était complètement différente de celle d'un humain. Nano chargea Cornwallis et son loup-garou une fois de plus, mais Cornwallis l'arrêta avec son sort. À ce stade, Albright nargua à Oliver, affirmant qu'il ne craignait pas de fuir pour aider ses amis. Oliver répondit qu'il n'avait pas besoin de son aide et qu'il n'y avait aucune raison pour lui de fuir. Pendant ce temps, Sheila avertit Cornwallis que Faye restait sous forme de loup-garou, lui rappelant que Faye avait du sang de demi-humain et que les demi-humains ressentaient de la douleur pendant les transformations. Elle demanda ensuite à Cornwallis pourquoi elle permettrait à son partenaire de souffrir ainsi pour une compétition entre étudiants de première année. Cornwallis se remémora un moment passé où elle avait demandé à Faye pourquoi son père ne l'avait jamais félicité. À ce moment-là, Cornwallis explosa de colère envers Sheila, exigeant de savoir ce qu'elle et Faye savaient pour la conseiller. Le loup-garou, à ce moment-là, tenta d'attaquer Sheila, mais Nano le sentit et l'intercepta, déclarant qu'ils allaient maintenant s'affronter avec une force égale. Sheila déclara qu'elle aiderait Cornwallis à mettre fin à la douleur de Faye aussi vite que possible. De l'autre côté, Albright se moqua d'Oliver, se demandant s'il était à court d'astuces. Oliver répondit que ses paroles ne l'affectaient pas, puis pensa que Albright ne croyait pas vraiment en lui-même, malgré ses tentatives d'apparaître confiant. Albright le chargea rapidement, mais Oliver para son épée, provoquant l'entrechoquement de leurs lames.
Albright lança son sort sur son épée à bout portant et Oliver ricana, se demandant si c'était sa façon de gagner des batailles. Quand Albright réalisa qu'Oliver l'avait attiré à lancer ce sort, il le traita de personne. Oliver lui dit qu'ils étaient entrés dans la portée que les sorciers méprisent et maintenant il voulait voir les compétences de combat d'Albright. Albright demanda si Oliver pensait que c'était suffisant pour le vaincre. Pendant ce temps, Cornwallis ordonna à son loup-garou de mettre fin à l'affaire, déclarant que le samouraï n'était pas une menace en dehors de la portée de son épée et lui dit de se concentrer uniquement sur Sheila. Cornwallis chargea Sheila avec son loup-garou, disant que c'était la fin. Sheila lança son sort de foudre, et bien que Cornwallis crut que le corps de Faye était assez fort pour y résister, dès qu'elle et son loup-garou entrèrent dans la portée du sort, elle tomba au sol. Alors que le loup-garou tentait de se relever, Nano l'en empêcha avec son épée, disant que c'était leur limite. Sheila dit qu'elle avait changé la trajectoire du sort et s'était concentrée sur la téléportation, puis électrocuta Cornwallis avec de l'électricité de surface. À ce moment-là, Cornwallis se releva et demanda à Sheila de l'affronter avec son épée. Pendant ce temps, le duel entre Oliver et Albright continua, alors que tous deux essayaient de se déséquilibrer mutuellement jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux dans l'eau ensemble. Albright déclara que ce n'était pas un match équitable, et Oliver rétorqua que s'il n'avait peut-être pas les compétences de combat d'Albright, il avait une grande endurance. Il promit à Albright qu'il le maintiendrait suspendu là, à cet endroit. Sheila se battait en duel avec Cornwallis, commentant sarcastiquement que sa lame avait perdu son tranchant, maintenant qu'elle était seule, lui disant qu'elle manquait encore d'entraînement mental. De l'autre côté, Albright tenta de trahir Oliver et de le repousser, mais Oliver le surprit, avec un coup de pied rapide et puissant, puis lança son sort, projetant Albright au sol. Il pointa son épée sur Albright, revendiquant la victoire puisqu'il l'avait mise à terre en premier. Au même moment, Sheila et Cornwallis étaient engagés dans une bataille féroce. Puis, Sheila repoussa inopinément l'épée de Cornwallis, la faisant reculer en titubant, tenant sa main de douleur. Elle a demandé en larmes pourquoi elle ne pouvait pas gagner et à ce moment précis, Faye a repris sa forme humaine, lui répondant qu'ils étaient faux le côté le plus faible. Sheila leur a alors demandé s'il l'avait toujours détestée. Faye lui a dit qu'elle avait été bien trop parfaite, mais que si elle venait à mourir, Cornwallis prendrait sa place car elle portait également la lignée sanguine des McFarlane. Nanao, sous le choc, a demandé si cela signifiait que Cornwallis était la sœur de Sheila. Sheila a confirmé qu'elles étaient bien sœurs de sang, mais leur père n'avait jamais accepté Cornwallis car les anciennes familles avaient une tradition exigeant que les sorciers de la famille Maine partagent leur sang avec les familles secondaires et son père respectait scrupuleusement cette tradition ancestrale. Faye a regardé Cornwallis avec une profonde pitié, lui expliquant que plus elle s'efforçait de faire ses preuves parmi ses frères et sœurs, plus son père s'éloignait d'elle, car cela lui faisait prendre conscience que son sang avait une valeur moindre que celui de la lignée principale des McFarlane. Faye s'est souvenu que Cornwallis avait découvert la raison de l'éloignement de son père lorsqu'elle avait tout juste 10 ans, ce qui l'a poussé à vouloir prouver qu'elle était bien plus talentueuse que Sheila, et à faire en sorte que McFarlane la reconnaisse enfin comme sa propre fille. Faye a poursuivi, affirmant que c'était un rêve absolument impossible, et pourtant, Cornwallis continuait de vivre uniquement dans l'espoir de réaliser ce rêve. À ce moment précis, Nana s'est approchée de Cornwallis et lui a dit qu'elle ne voyait aucune similitude entre elle et Sheila, lui demandant si elle s'attendait réellement à ce que Sheila la traite comme un simple remplacement si Sheila venait à perdre la vie dès le lendemain. Cornwallis a répondu que c'était tout bonnement impossible car elle n'était que de simples outils dans cette vie, nées telles qu'elles étaient et non comme quelqu'un d'autre. Nana a pris la main de Cornwallis, lui demandant de la connaître en tant que Cornwallis et non comme une autre personne, exprimant son profond désir de connaître le véritable personnage qui avait combattu Sheila en face à face avec une telle fierté. Finalement, Cornwallis a esquissé un sourire, tandis qu'Oliver observait la scène de loin, commentant que cela se produisait toujours au moment précis où Nano commençait à prendre la parole. Albright a suggéré en plaisantant qu'il pourrait bien un jour défier Nano en duel. Suite à cela, Albright a rassemblé tout le groupe et leur a raconté qu'un de ses serviteurs avait une jeune fille de son âge, prénommée Emma. Un jour, il a joué aux échecs avec elle et bien qu'elle fût faible et qu'il la battait systématiquement, elle continuait inlassablement de le défier aux échecs. Emma a lu de très nombreux livres jusqu'au jour où elle a finalement réussi à gagner contre lui. À ce moment-là, elle a ressenti une immense excitation et une joie profonde. Bien qu'Albright ait perdu face à Emma, il était ravi de voir les efforts de quelqu'un porter leur fruit pendant une bonne partie de la journée. Albright il a raconté à son père que cela réellement d'être un Albright. Après cela, il est allé dans sa chambre pour attendre qu'Emma revienne lui parler. Il n'est jamais revenu dans sa chambre car son père l'avait éliminé, elle et toute sa famille, pour toujours. À ce moment précis, il a réalisé qu'il ne lui était plus jamais permis de perdre car ses victoires et ses défaites appartenaient à sa famille et non à lui-même. Albright s'est tourné vers Oliver, lui disant qu'il continuerait à mépriser les autres pour le restant de ses jours, sans aucun doute. Après cela, il a levé son bâton magique très haut, générant une énergie absolument massive qui a invoqué un immense essaim d'abeilles piqueuses. Oliver a regardé complètement stupéfait, lui demandant ce qu'il essayait de faire. Albright a répondu qu'il lui avait déjà dit qu'il était de la famille Albright et qu'il ne lui était donc jamais permis de perdre, sous aucun prétexte. Il a ensuite ordonné à tout le groupe de se rendre, affirmant qu'il effacerait leurs souvenirs de cette bataille et leur permettrait de partir, les avertissant de ne surtout pas résister, sinon les choses prendraient une tournure bien différente. Cornwallis a pointé son bâton vers les abeilles et en a abattu une, ce qui a rendu le reste de l'essaim furieux et agressif. Et tandis qu'Oliver et Sheila tentèrent de repousser les abeilles, Guy a fait pousser des plantes, créant ainsi une barrière protectrice. Cathy a fait signe à ses compagnons de la suivre et ils l'ont fait immédiatement, tandis que Faye est resté au milieu de l'essaim d'abeilles pour protéger Cornwallis coûte que coûte.
Il leur a demandé de le suivre et ils l'ont effectivement rattrapé. Lorsque les abeilles ont encerclé la barrière que Guy avait érigée, Katie a allumé de l'encens répulsif pour insectes, déclarant qu'elle ne tiendrait pas longtemps dans ces conditions. Sheila a ensuite interrogé Oliver sur son plan, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait d'autre choix que de se rendre purement et simplement. Nanao a dit qu'elle serait d'accord avec cela, mais qu'elle voulait d'abord montrer à Albright ce que signifiait une véritable défaite. Pendant ce temps, Katie s'est opposée à l'idée de se rendre à Albright, déclarant qu'elle était prête à combattre les oppresseurs, tandis que Guy a commenté que si la reddition d'Oliver était pour leur bien, il valait mieux qu'il ne le fasse pas du tout. Oliver a déclaré que l'alternative était de prendre un risque, de tenter le tout pour le tout, et qu'il savait quelles en seraient toutes les conséquences exactes. Beth lui a ordonné d'arrêter d'agir comme leur père, car il n'était pas venu pour l'entraver. Oliver s'est excusé et a ensuite expliqué son plan détaillé. Au moment où Albright a ordonné aux abeilles d'attaquer, il a été absolument choqué de les voir attirées par la barrière à cause de l'encens attractif. Il s'est exclamé que c'était tout bonnement impossible, tandis que Sheila attirait bel et bien les abeilles vers elle avec une force incroyable. Ensuite, Sheila a surpris absolument tout le monde en révélant qu'elle était à moitié humaine et à moitié elfe, et les abeilles sont rapidement devenues incontrôlables, entrant dans Albright une frénésie un autre totale vers le nid des héros, mais ont levé leurs épées ensemble avec son épée, tranchant toutes les abeilles qui croisaient son chemin, qui a anéanti une partie des abeilles, et à ce moment précis, avec Nano l'a interrompu, lui demandant de lever son épée et de l'affronter, insistant sur le fait que c'était eux qui décideraient de la victoire et de la défaite, car il n'y avait aucun souverain entre eux, absolument personne. Albright a ri, affirmant que c'était exactement ce qu'il désirait, puis il s'est précipité sur elle avec une férocité inouïe, et Nano a fondu sur lui comme un éclair, faisant voler son épée en un instant. Albright est alors tombé au sol, complètement sous le choc de cette attaque fulgurante. Pendant ce temps, Cornwallis a dit à Sheila qu'elle savait déjà qu'elle était à moitié elfe, mais qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle possédait une telle puissance, lui demandant pourquoi elle ne l'avait pas utilisée pendant leur duel. Sheila a répondu qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'utiliser son pouvoir lors d'un simple match d'étudiants de première année, c'était bien trop pour cela. Ensuite, Sheila a avoué à Cornwallis qu'elle voulait la combattre le plus longtemps possible car elle n'avait pas interagi depuis l'âge de 12 ans. Sheila a sorti une couronne de fleurs, disant qu'elle avait toujours eu hâte de rencontrer Cornwallis chaque année parce qu'elle excellait vraiment à fabriquer des choses avec des fleurs, avec une grande dextérité. Cornwallis a demandé si Sheila la gardait toujours précieusement. Sheila a répondu qu'elle la chérissait énormément et l'a assuré qu'elle faisait toujours partie de sa famille. Pendant ce temps, même si elle s'était retrouvée séparée par les circonstances, Cornwallis lui a dit qu'elle lui ferait une autre couronne de fleurs, de retourner à leur dortoir, affirmant qu'ils avaient suffisamment exploré la grotte pour une seule journée et que c'était bien assez. Les événements ont continué de se dérouler alors qu'Alvin marchait aux côtés des membres du conseil de Kimberly à travers les cavernes. Licity a déclaré que si l'un de leurs jeunes étudiants était kidnappé, leur mission était de le ramener coûte que coûte, tandis que Carlos a insisté sur le fait qu'il devait absolument arrêter Ophelia, car la magie commençait sérieusement à la consumer. Alvin a répondu qu'ils avaient déjà trop tardé à prendre une telle décision et qu'Ophelia avait peut-être déjà anticipé leurs actions. Il a laissé entendre qu'Ophelia avait agi très rapidement parce qu'elle s'attendait à leur plan. Carlos a ensuite chuchoté à Alvin, lui demandant de gérer la situation si jamais il ne parvenait pas à résoudre ce problème délicat. Sur une autre note, Katie a remarqué que Pete n'était pas encore revenu, ce qui a incité Sheila à l'informer que les étudiants des années supérieures faisaient de leur mieux pour le ramener. Tout ce qu'ils pouvaient faire maintenant était d'attendre patiemment et en silence. Guy, frustré, a mentionné que plusieurs jours s'étaient écoulés et a demandé si Pete était réellement recherché comme il se devait. Sheila a répondu que se laisser emporter par les émotions ne résoudrait absolument rien, tandis qu'Oliver l'a calmé, notant qu'il ne pouvait réellement rien faire cette fois-ci. Guy a exprimé que s'il était à la place de Pete, il pourrait au moins lui cuisiner quelque chose. Mais Na l'a arrêté, renforçant l'idée que quelqu'un qui avait perdu la vie ne pouvait plus manger, et la seule façon de lui offrir de la nourriture était de la laisser en offrande sur sa tombe, comme le veut la tradition. Guy a alors demandé si elle voulait dire que Pete était mort, et elle a répondu qu'elle ne savait pas. Mais dans son pays d'origine, 8 personnes sur 10 perdues au combat mouraient généralement. Oliver lui a rappelé que la chimère était conçue pour capturer les gens vivants, ce à quoi Katie s'est demandé ce qu'Ophelia ferait exactement à Pete dans ces circonstances. Soudain, Sheila s'est levée et leur a dit que c'était l'heure du cours et que leur chamaillerie était absolument inutile. Après cela, Oliver a rencontré Gwen et lui a demandé s'il pouvait l'aider à sauver Pete. Gwen a répondu que lui et Shannon prévoyaient déjà d'accompagner le conseil des étudiants jusqu'à la grotte, mais que le repère d'Ophelia se trouvait au 2e niveau, ce qui le rendait très difficile à trouver et qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre davantage de camarades à ce moment précis. À ce moment-là, Shannon a rassuré Oliver en lui tenant la main, lui disant qu'elle trouverait Pete, c'était une certitude absolue. Oliver a continué son chemin, mais Ross lui a barré la route, disant qu'il avait l'air triste et que leurs petites actions héroïques avaient été annulées, donc l'ambiance n'était pas du tout propice à l'amusement, à la joie. Ross a encore provoqué Oliver, lui disant qu'il ne devrait rien faire d'étrange pour son propre bénéfice, car il serait terriblement déçu s'il mourait trop rapidement. Ignorant les paroles de Ross, Oliver a continué son chemin sans prêter attention. Pendant ce temps, Garland a dit à Katie que la situation de Pete n'avait pas encore atteint le niveau nécessitant une intervention immédiate. Katie a demandé dans quelle situation Pete devrait se trouver pour qu'une intervention soit nécessaire afin de le sauver. Garland a expliqué que les professeurs commençaient généralement à chercher les étudiants après 8 jours, car la probabilité qu'un étudiant soit encore en vie serait alors extrêmement faible, voire quasi nulle. Katie a répété 8 jours, et Garland a insisté pour qu'elle dissipe l'idée que les professeurs la sauveraient de toutes les situations. Ailleurs, Oliver a compris que Sheila avait contacté McFarland.
Sheila a répondu qu'elle avait fait appel à McFarland en tant que sa fille et il lui a dit que si elle ne pouvait pas protéger ses amis au moment même où elle les gagnerait, elle les perdrait également. C'était une dure réalité. Elle a insisté sur le fait qu'elle irait dans la grotte pendant la nuit, mais Oliver l'a averti que c'était un véritable suicide. Sheila a rétorqué que lors de l'enlèvement de Pete, elle avait comparé le risque qu'ils meurent tous s'ils revenaient non pour le sauver avec la probabilité de rester en vie s'il se retirait et l'abandonnait à son sort. Il ne savait absolument rien à l'époque sur ces monstres et aurait pu mourir très facilement. Oliver a essayé de la dissuader, mais elle lui a demandé de la laisser prendre ses responsabilités, sinon elle ne pourrait plus jamais faire face à Pete. Il lui a dit qu'il l'accompagnerait, mais elle a refusé, déclarant que s'ils disparaissaient tous les deux, les 3 autres se dirigeraient inévitablement vers la grotte. Oliver lui a dit fermement qu'il ne la laisserait jamais partir seule, sous aucun prétexte. À ce moment précis, Milligan les a surpris par sa présence, disant qu'elle avait quelque chose d'important à discuter avec eux et Katie. Oliver a rapidement réprimandé Katie, lui demandant si elle avait l'intention de se vendre, de se monnayer. Katie a répondu que c'était ce qu'il fallait faire pour sauver Pete. Milligan a demandé si elle voulait dire qu'elle laisserait Katie faire ce qu'elle voulait de son corps, en échange de la vie de son ami. Oliver a déclaré qu'il rejetait catégoriquement cette proposition puisque Katie l'avait avancée sans consulter ses amis. Absolument pas. Milligan lui a ensuite demandé quel était son plan. Oliver s'est enquis des chances de sauver Ophelia puisqu'elle était dans la même classe qu'eux. Milligan les a informés que quoi qu'il arrive, la chance de sauver Pete était de 20% seulement, car Ophelia n'avait plus beaucoup de temps et la magie allait inévitablement la consumer entièrement. Si cela se produisait, elle éliminerait les vies des étudiants qu'elle avait kidnappés sans la moindre hésitation, tant que cela l'aiderait dans sa quête. Milligan a réfléchi un instant et a dit qu'il pourrait augmenter le pourcentage à 21% si elle les entraînait tous à combattre Ophelia avec une grande rigueur. Elle a poursuivi, disant que ses recherches avaient atteint une impasse totale à cause d'eux, et qu'elle avait été fortement dépendante de Darius, qui était maintenant porté disparu. Katie, surprise, la mettant dans une situation Milligan a révélé qu'elle voulait l'inclure dans ses recherches puisqu'elle avait éveillé la capacité du troll à parler. Milligan a ensuite avoué à nos héros que malgré cela, leur chance de vaincre Ophelia restait mince, car Ophelia était bien plus forte qu'eux de loin. Néanmoins, ils pourraient peut-être réussir à sauver leur ami. Milligan a promis qu'elle découvrirait où Ophelia se cachait et les y emmènerait, mais elle exigeait que Katie devienne officiellement sa partenaire dans cette recherche sans plus attendre. Katie a immédiatement accepté, disant à Oliver et Sheila qu'elle ferait de son mieux pour sauver Pete. Après cela, Katie et Sheila sont allés dans la chambre de Nanao, où Nano a dit qu'elle les attendait et qu'elle était parfaitement préparée. Sheila lui a dit qu'elle devait s'attendre au pire, à la pire des situations. Nano a répondu que peu importait qu'elle sauve son ami ou qu'elle récupère son corps. Katie s'est excusée, disant que Milligan avait mentionné qu'elle n'était pas encore prête à partir, ce qui a incité Nano à lui demander de prendre des notes pour le cours avec la plus grande attention. Elle a affirmé que Katie était la seule personne à qui elle pouvait confier une telle tâche. Pendant ce temps, Oliver a dit au revoir à Guy, qui a exprimé qu'il comprenait parfaitement pourquoi il l'avait laissé. Oliver l'a rassuré en lui disant qu'il les utiliserait si le besoin s'en faisait sentir. Pas les gêner. Guy lui a également donné un peu de gâteau, il a donné à Oliver les graines de plantes de ne pas être qu'il avait pendant qu'il serait là-bas. Et après cela, Milligan les a créé la barrière protectrice, une de ses mains à Katie, disant qu'elle l'a laissée entre de bonnes mains en toute confiance. Si elle ne revenait pas vivante, sa main serait la clé pour accéder à toutes ses notes de recherche et elle lui a demandé d'en prendre le plus grand soin. Guy a ensuite demandé à ses amis de revenir sains et saufs. Au même moment, Pete s'est réveillé dans un endroit étrange, se demandant avec anxiété où il pouvait bien se trouver. Puis Ophelia s'est approchée de lui, lui demandant, ainsi qu'à ses amis, d'être de gentils garçons obéissants et d'aller dormir. Pendant ce temps, Milligan a dit à nos héros que le clan d'Ophelia avait hérité du sang de démons absolument parfaite, mais ils ont finalement échoué et leur lignée sanguine était devenue pratiquement éteinte. Cependant, la famille d'Ophelia a trouvé une autre manière d'utiliser leur matrice, les transformant en de véritables vaisseaux capables de créer des monstres artificiels pour diverses tâches spécifiques. Elle a ensuite demandé à nos héros s'ils avaient vu la chimère qu'Ophelia avait créée, continuant d'expliquer qu'Ophelia avait besoin d'une quantité considérable d'énergie magique pour créer une telle chimère, et c'est précisément la raison pour laquelle elle avait kidnappé tous ses étudiants, sans scrupule. Oliver a deviné qu'Ophelia essayait de créer une seconde chimère. Milligan l'a confirmé et a ajouté que cela pourrait être encore plus terrifiant. Sheila a demandé si drainer l'énergie du sorcier était douloureux et Milligan a spéculé qu'Ophelia avait endormi les étudiants, mais qu'ils s'affaibliraient tout de même avec le temps car elle puisait sans cesse dans leur vitalité, les vidant de leur force. Sheila a demandé ce que signifiait la vitalité et Milligan a clarifié qu'elle faisait référence à la force vitale, à l'essence même de la vie. Nano a avoué à Milligan que Pete avait changé de genre et atteint l'atelier de Milligan. Ils ont rencontré Marco qui les a interrogés sur Katie. Oliver l'a assuré qu'elle était en sécurité de produire davantage de chimères, n'avait pas attaqué Marco. Elle a fait remarquer qu'Ophelia n'avait pas encore complètement perdu la raison, pas entièrement du moins. À ce moment précis, Milligan a fourni à nos héros des potions magiques pour les protéger de l'arôme d'Ophelia. Ailleurs, Alvin et Marcus se sont séparés de Lizzie et Tim pour partir à la recherche du repère d'Ophelia. Soudain, Alvin et Carlos ont croisé Kevin qui leur a dit qu'il s'attendait à ce qu'ils empruntent trois fils d'emprunter cette route. C'était prévisible. Kevin a ensuite donné à Alvin une carte du 2e niveau de la grotte. Alvin a demandé avec une certaine curiosité s'il avait été au 2e niveau lorsque tout cela s'était produit. Kevin s'est excusé, disant qu'il n'avait pas réussi à trouver l'atelier d'Ophelia malgré ses efforts. Carlos a serré Kevin dans ses bras, le remerciant chaleureusement, puis ils sont partis.
D'un autre côté, un monstre est apparu devant nos héros. Meli-Gen les a informés que la retraite était la meilleure solution possible car ils ne devraient vraiment pas affronter ce monstre avant au moins leur 3e année d'études, c'était bien trop dangereux. Elle leur a ensuite demandé d'observer attentivement ce qu'elle allait faire et d'apprendre de son exemple. Meli-Gan a sauté devant le monstre leur disant qu'ils devaient d'abord comprendre ses propriétés. Par exemple, cette créature était aveugle. Elle les a informés que face à une bête magique géante, ils ne devaient pas arrêter de bouger, pas même une seule seconde, sous aucun prétexte. Puis Meli-Gen a chargé le monstre avec son épée, conseillant de ne pas se précipiter dans le combat ni de le prolonger inutilement et de s'assurer que leur coup porté au monstre soit absolument décisif. Sheila s'est rapidement exclamé que Meli-Gen avait rendu la tâche facile et avait vaincu la chimère avec une aisance déconcertante. Meli-Gen lui a rappelé que trouver les faiblesses du monstre et s'en tenir à un plan n'était pas du tout facile. À ce moment précis, Nano a proclamé qu'elle pouvait désormais gérer ce monstre, ce qui a incité Sheila à lui ordonner d'arrêter de se mettre en danger toute seule, sans l'aide de personne. Oliver l'a rassuré en lui disant qu'ils se soutiendraient mutuellement, quoi qu'il arrive. Meli-Gan a noté qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la forêt traîtresse et qu'ils devaient absolument la suivre. De l'autre côté, Carlos a partagé l'histoire de sa toute première rencontre avec Ophelia, un souvenir marquant. Elle lui a demandé s'il était l'homme avec qui elle porterait un enfant ensuite, lui disant que chaque homme qui lui parlait perdait inévitablement la raison. Carlos a dit à Alvin que sa rencontre avec Ophelia était due à l'unification de leur famille, un arrangement ancestral. Pendant ce temps, nos héros ont continué leur chemin à travers la forêt. Meli-Gan a exprimé que ce repère était son endroit préféré pour se promener car son écosystème était très diversifié. Meli-Gan a dit avec regret qu'elle ne pouvait pas se promener cette fois-ci car la Sheila a répondu pourrait les attaquer à tout moment, les exhortant à se dépêcher. L'endroit préféré traversant la zone en simple promenade leur avait donné avec une certaine ingéniosité. Après avoir marché pendant 5 longues heures, ils se sont arrêtés pour une petite pause bien méritée. Sheila a offert à Meli-Gan un peu de gâteau que Meli-Gan a immensément apprécié. Sheila a mentionné que les plans qu'il était injuste de également le gâteau un cadeau de lui dit au préalable. Meli-Gan a noté leur croissance, leur vitesse et leur force surprise absolument remarquable. Meli-Gan l'a assuré qu'elle ne s'opposerait pas à sa créativité et qu'elle le soutiendrait pleinement. La remerciant, Oliver est allé chercher de l'eau au lac plutôt ingénieuse. Il l'a interrogé sur Gwen et Shannon et elle l'a informé qu'il traversait actuellement le 2e repère et atteindrait bientôt le 3e sans trop de difficultés. Oliver a demandé ce qu'il lui avait ordonné de faire et Kirsty a répondu qu'il lui avait donné l'ordre de le ramener immédiatement à l'académie si elle le rencontrait dans la grotte, précisant que cet ordre n'avait aucun rapport avec son inscription à l'académie, c'était une directive spécifique. Oliver a demandé pourquoi elle avait désobéi et Kirsty a répondu qu'il était désormais son maître puisqu'il avait été couronné, ce qui signifiait que ses ordres prenaient le pas sur ceux de Shannon et Gwen. Elle l'a informé que sa prochaine cible après Darius était très proche, il pouvait donc l'utiliser pour résoudre les problèmes rapidement car elle pouvait au moins le servir pour la reconnaissance avec une grande efficacité. Oliver l'a assuré qu'il compterait sur elle pour l'informer de tout danger imminent. Kirsty a promis de s'en occuper, mais Oliver l'a mise en garde contre toute imprudence. Kirsty l'a assuré qu'elle ferait de son mieux pour le servir avec dévouement et loyauté. Plus tard, Oliver est retourné auprès de ses compagnons et Meli-Gan les a informés que le plus grand obstacle dans la 2e couche de la grotte était l'arbre massif, Herminsul. Elle a expliqué que cet arbre était l'un des êtres rares et en voie de disparition que l'on trouvait à l'extérieur de la grotte, une véritable merveille naturelle. Alors qu'ils continuaient leur périple, Netanyahou a souligné que le chemin était extrêmement escarpé, se demandant s'ils pouvaient voler vers le haut sur leur balai. Meli-Gan a répondu que c'était tout à fait possible, mais a averti que si elle tentait de voler sans connaître la disposition exacte de la zone, elle le regretterait amèrement, c'était une certitude. Sheila a bien dit qu'il ne pouvait vraiment pas prendre de risques ici. Oliver a ensuite demandé pourquoi il n'y avait pas de soleil dans une grotte souterraine. Meli-Gan lui a expliqué que la raison restait un mystère, mais que c'était dû à des techniques magiques datant de l'époque préhistorique, très difficiles à reproduire à leur époque actuelle. Sheila a ajouté que le soleil de cet endroit ne ressemblait pas à la lumière du soleil en surface, car il ne se couchait jamais. Meli-Gan a expliqué que ce lieu était comme un paradis pour les plantes qui ne dorment jamais, et c'est pourquoi on l'avait nommé la forêt enchevêtrée. Alors qu'il continuait, Meli-Gan a remarqué quelque chose d'étrange, car cet endroit était d'habitude rempli de bêtes magiques. Ils se sont arrêtés à un certain endroit où Meli-Gan a annoncé qu'ils avaient atteint la tanière d'un être magique, leur demandant de le regarder directement et de ne montrer aucune expression de peur. L'être a émergé et Meli-Gan a demandé ce qui se passait, car il ne montrait aucun intérêt pour quelques personnes traversant son territoire. Elle a remarqué que l'être était blessé et a demandé s'il avait combattu la chimère Ophelia. Alors qu'elle tentait d'examiner sa blessure, l'être a rugi contre elle, faisant reculer Meli-Gan qui a essayé de l'intimider du regard, mais il est devenu plus agité. Meli-Gan a alors demandé à ses compagnons de dégainer leurs armes, mais Nanao l'a arrêté, disant qu'il n'avait de pas montré un respect suffisant à la créature. Nano s'est approché de l'être, a posé son arme devant lui et s'est incliné, reconnaissant qu'ils avaient empiété sur son territoire mais qu'ils traversaient pour sauver leur ami et n'avaient pas de temps à perdre. L'être l'a regardé pensivement tandis que Nano le rassurait qu'il ne voulait pas forcer le passage violemment et lui a demandé s'il leur permettrait de passer. La créature s'est retirée dans sa tanière. Meli-Gan a alors demandé à Nano quel genre de ruse c'était, car elle était surprise par ce qu'elle avait fait. Elle a expliqué que les êtres magiques pouvaient ressentir le danger à l'odeur d'une personne, alors s'ils voulaient montrer à ces créatures qu'ils n'étaient pas des ennemis, ils devaient les affronter avec un cœur calme. Elle a souri, disant que Katie lui avait raconté cela. Sheila s'est exclamé que c'était incroyable la façon dont elle appliquait ce conseil à un être magique, la fixant dans les yeux. Oliver a fait remarquer que la bête magique était blessée et extrêmement tendue, alors elle aussi voulait éviter de se battre autant que possible.
Milligan a ajouté que Katie et Nano étaient pleines de surprises. Tout comme leur excellent cuisinier, elle a ensuite désigné un endroit et les a informés qu'ils seraient en dessous une fois qu'ils auraient traversé. Pendant ce temps, Cornwallis et Lynette se frayaient également un chemin à travers la forêt enchevêtrée. Lynette a essayé d'avertir Cornwallis du danger, déclarant que s'ils étaient au découvert, ils mourraient. Cornwallis a dit qu'il devait d'abord trouver la chimère et la tuer. Sinon, pourquoi pensait-elle qu'elle les avait amenés avec elle ? Lui rappelant qu'elle était une étudiante de 4e année, Lynette a souligné que ce serait possible s'il n'y avait qu'une seule chimère, mais les chimères Ophélia étaient dispersées partout, se demandant si elle comptait toutes les combattre et pourquoi Cornwallis était si impatiente de rencontrer un chiot volé. Remarquant que si Cornwallis désignait n'importe quel homme, il tomberait à ses pieds, Cornwallis a insisté sur le fait que Faye n'était pas du tout comme ça. Lynette, perplexe, a demandé pourquoi les choses dégénéraient toujours entre elles à ce point, même si elles étaient à sœurs. Elle comprenait qu'elles n'étaient pas sœurs biologiques, mais elles étaient toujours sœurs d'esprit. Pendant ce temps, une chimère Ophélia est apparue près de la tanière de l'être magique. Il a émergé pour défendre nos héros, mais la chimère a rapidement brisé le cou de la créature. Milligan a levé sa lame, disant à ses compagnons qu'il était temps d'appliquer ce qu'elle leur avait enseigné et qu'elle s'engagerait à les soutenir. Elle leur a ordonné de vaincre la chimère. Oliver s'est rapidement élancé aux côtés de la chimère, lançant les plantes-outils qui ont poussé rapidement pour former une barrière protectrice pour eux. Nano a sprinté vers la chimère, mais la chimère a lancé son attaque. Nano s'est brièvement réfugié à l'intérieur de la barrière végétale, tandis qu'Oliver et Sheila continuaient d'attaquer la chimère, qui leur tirait sans relâche des boules de feu. Sheila a fait remarquer que le corps de la chimère était incroyablement résistant. Oliver l'a assuré qu'ils arracheraient la carapace extérieure de la chimère et cibleraient son point nerveux. À ce moment-là, Nano s'est lancée vers la chimère comme un canon, annonçant qu'elle viserait sa patte. Cependant, quand elle a coupé la patte de la chimère, celle-ci s'est rapidement régénérée. Ils ont dû changer de stratégie, surtout quand ils ont remarqué que les changements de température affaiblissaient la structure extérieure de la chimère. Oliver et Sheila ont commencé à travailler sur ce plan à tel point que Milligan a été impressionné par leurs compétences d'adaptation, mais elle a exprimé sa préoccupation qu'ils ne tombent dans le piège de croire qu'ils avaient une chance contre un nouvel ennemi. Bientôt, nos héros se sont divisés pour achever la chimère, Nano l'affrontant de front tandis qu'Oliver et Sheila attaquaient sur les côtés. Sheila a lancé un sort de feu pendant qu'Oliver cousait des plantes autour de la chimère pour obstruer son mouvement. Alors qu'Oliver s'apprêtait à porter le coup fatal, la chimère l'a inondé d'épines surprises, ce qui a fait crier Nano. Milligan a sprinté vers la chimère avec sa lame, disant qu'elle avait parfaitement prédit cela et espérait qu'Oliver tiendrait bon et ne mourrait pas. Mais alors qu'elle s'approchait d'Oliver, elle a découvert qu'il avait déjà abattu la chimère, déclarant qu'il avait anticipé cette attaque. À ce moment-là, Sheila et Nano se sont réjouis d'avoir vaincu la chimère ensemble. Milligan les a informés qu'elle avait réalisé qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'elle du tout. Le groupe a continué son voyage et a combattu de nombreuses créatures magiques en chemin, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour se reposer dans une grotte. Là, Milligan a remarqué qu'Oliver n'avait pas assez dormi. Oliver a admis qu'il s'inquiétait pour la vie de Pete. Milligan a demandé pourquoi il faisait tout cela pour Pete, même s'il ne le connaissait que depuis peu de temps. Oliver a expliqué que les 6 d'entre eux s'étaient réunis pour la première fois lors de la cérémonie d'entrée à l'académie, quand Marco était sur le point d'écraser Katie. Bien que Pete fût le seul d'entre eux à ne pas être issu d'une famille magique, il ne s'est pas enfui pendant l'incident. Il s'est précipité avec eux pour sauver Katie. Cela l'a rendu heureux. Oliver a ajouté qu'il était sûr que les 4 autres étaient également heureux de cet ami qu'ils avaient rencontré pour la première fois sur le terrain de Kimberly. Milligan, comprenant, a exprimé que cela montrait la beauté de leur amitié. Elle lui a ensuite dit qu'elle l'admirait personnellement, reconnaissant que Sheila avait grandi dans une famille magique, tandis que Nanao avait été élevée dans un environnement inhabituel, mais c'était Oliver qui l'intriguait. Malgré son manque de talent et sa moyenne en tout, il se battait toujours à égalité aux côtés de ces 2 individus talentueux. Oliver lui a dit qu'elle exagérait, mais Milligan a deviné que le passé d'Oliver avait une lacune qui l'avait mené à ce stade. Elle a continué, exprimant son inquiétude pour lui en tant que collègue senior, puis Milligan s'est soudainement levé, annonçant qu'ils approchaient de la 3e couche et que l'environnement serait plus rude, ils devaient donc bien se préparer. Pendant ce temps, Albright s'est réveillé et a demandé à Pete où ils étaient. Pete l'a informé qu'ils étaient dans l'atelier d'Ophélia. Albright s'est plaint d'avoir perdu son épée et son bâton, et a demandé pourquoi Pete pouvait bouger malgré l'inhalation du parfum. Pete a avoué qu'il avait changé de genre et a demandé l'aide d'Albright pour s'échapper. Albright lui a ordonné de se taire, avertissant que si Ophélia découvrait son secret, elle le tuerait. Puis Albright a produit 3 sphères pour Pete et lui a demandé de les utiliser pour s'échapper, disant que la 3e était pour les urgences et l'a averti de partir au bon moment. Dans la bibliothèque, Guy a dit qu'il n'y avait toujours pas de nouvelles. Katie a répondu fermement qu'Oliver, Sheila et Nana allaient certainement secourir Pete. Elle a souligné à Guy que tout ce qu'ils pouvaient faire pour l'instant était de prendre des notes en classe jusqu'au retour de leurs amis. Guy lui a rappelé que 3 jours s'étaient écoulés et il espérait qu'Oliver allait bien. Katie l'a exhorté à ne pas être si pessimiste car rien ne pouvait vaincre Oliver. Guy a souligné qu'ils affronteraient bientôt Ophélia, la seule fille présente, et lui a rappelé que le parfum d'Ophélia avait un fort effet sur les garçons. Katie a rougi et a insisté sur le fait que rien n'arriverait jamais à Oliver.
Pendant ce temps, Nana marchait aux côtés d'Oliver, disant que leur travail d'équipe était incroyable. Oliver lui a demandé d'arrêter de lui coller et Nana a plaisanté en disant qu'Oliver la détestait maintenant. Sheila, comprenant la situation, a noté que le parfum d'Ophélia avait commencé à déranger Oliver depuis qu'ils étaient entrés en 3e année. Oliver a admis qu'il était gêné de le reconnaître, mais a convenu qu'elle avait raison. Il a baissé la tête, déclarant qu'il ne perdrait pas le contrôle, mais ne voulait pas non plus perdre sa concentration. Puis a bloqué le chemin d'Oliver et a demandé comment le parfum l'affectait. Milligan est intervenu pour dire que cela le rendait sexuellement excité, expliquant que c'était ce qui arrivait aux hommes lorsqu'ils inhalaient le parfum d'Ophélia. Nana a innocemment demandé ce que cela signifiait et Oliver lui a timidement dit qu'elle n'avait pas besoin de savoir, confirmant que sa proximité le dérangeait. Milligan a noté que l'innocence d'Oliver et Nana brillait si fort qu'elle ne pouvait pas les regarder. Sheila a conseillé à Milligan de ne pas s'immiscer entre eux, ce à quoi Milligan a répondu qu'il lui était impossible de ne pas le faire, puis a demandé quelle était sa propre situation. S'arrêtant soudainement avant que Sheila ne puisse répondre, Milligan s'est tourné vers Oliver, l'assurant qu'elle savait combien il pouvait endurer, mais qu'il devait prendre des doses magiques maintenant. Oliver a accepté. Ils se sont ensuite arrêtés devant un grand marais d'eau où ils ont installé un grand bateau en utilisant les plantes de gui. Oliver a averti Karsti que les accompagner sur le bateau serait difficile et lui a demandé de retourner à la surface, disant qu'il continuerait seul. Cependant, avant que tout le monde ne monte à bord du bateau, Milligan leur a dit qu'il y avait une leçon importante à apprendre, expliquant qu'ils devaient apprendre à marcher sur le lac en utilisant le style de Lunoff. Elle a démontré en se tenant sur l'eau, expliquant que marcher sur l'eau exigeait une parfaite maîtrise de tous les éléments de la magie spatiale. Milligan a confirmé qu'elle savait que Sheila et Oliver en étaient conscients. Oliver a répondu qu'il l'était, mais n'était pas sûr de pouvoir l'appliquer, car il avait entendu dire que les étudiants de première année ne devaient pas encore l'essayer. Milligan les a exhortés à simplement essayer. Puis Nana a plongé dans l'eau et a refait surface, disant qu'elle ne comprenait pas du tout l'astuce. Oliver a alors décidé de couvrir la surface de l'eau avec son énergie magique, comme il le faisait en utilisant l'épée grave, distribuant son poids sur ses jambes. Quand il a réussi, Milligan l'a félicité, disant qu'elle était sûre qu'il réussirait. Oliver s'est souvenu comment sa mère faisait cela, lui disant qu'il y arriverait un jour parce qu'il était son fils. Il a traversé l'eau, stupéfiant Nana. Milligan a fait remarquer que cette technique était la clé pour débloquer un plus grand pouvoir. Oliver a ensuite tendu la main à Nana et l'a tirée avec lui. Elle a également posé ses pieds sur l'eau, marchant avec succès dessus avec l'aide d'Oliver. À ce moment-là, Milligan a demandé à Sheila si elle resterait sur la terre ferme, mais Sheila les a suivis, affirmant qu'elle avait réussi à marcher sur l'eau aussi. Milligan les a assurés que de cette façon, ils reviendraient en toute sécurité. Pendant ce temps, Lynette a allumé de l'encens et a dit à Cornwallis qu'il pouvait maintenant survoler le marais sans se soucier des poissons du ciel. Cornwallis a demandé si l'encens durerait jusqu'à ce qu'il traverse de l'autre côté. Lynette a secoué la tête, disant qu'il s'arrêterait sur une petite île pour allumer plus d'encens. Lynette a confirmé que c'était risqué, mais qu'elle le faisait pour Cornwallis. Cependant, il pourrait ne pas pouvoir atterrir à cause des monstres magiques. Lynette a dit que si cela arrivait, elle devrait marcher sur le lac et a assuré à Cornwallis qu'elle la porterait comme une princesse. Elles ont toutes deux monté leur balai et Lynette a demandé à Cornwallis de ne pas voler plus haut qu'elle. Pendant ce temps, nos héros continuaient de traverser le marais sur le bateau. Oliver a remarqué Milligan utilisant un sort pour maintenir le vent rassemblé autour de la voile. Milligan l'a ensuite informé qu'il y avait quelques monstres magiques, ce qui semblait étrange. Soudain, les monstres ont commencé à les attaquer, incitant Milligan à dégainer sa lame immédiatement. À ce moment-là, Cyrus est apparu et Milligan l'a salué avec enthousiasme. Cependant, il l'a réprimandé pour avoir amené 3 étudiants dans un endroit mortel. Milligan s'est défendu, disant qu'Ophélia avait kidnappé leur ami et qu'ils étaient là pour le sauver. Cyrus a demandé si elle comptait combattre Ophélia, l'assurant qu'il périrait de toute façon. Si c'était le cas, il pourrait aussi bien les laisser périr et en tirer profit lui-même. Sheila s'est levée et a demandé s'il y avait un moyen de coopérer avec lui. Cyrus a répété coopération et Sheila a expliqué qu'il pouvait lui fournir des informations sur la recherche d'Ophélia en échange de son aide pour sauver leur ami. Cyrus a répondu qu'il ne se souciait pas de la recherche d'Ophélia. Milligan a alors demandé pourquoi il était là. Cyrus a répondu qu'il avait un petit devoir à accomplir, qui était d'assister aux funérailles d'Ophélia. Soudain, l'eau a tremblé et la chimère est apparue. Milligan a fait remarquer qu'elle s'attendait à ce qu'Ophélia ne laisse jamais cet endroit sans surveillance, affirmant que la chimère attaquerait d'abord toute personne ayant une forte énergie magique. Puis Milligan a conduit son bateau et a confié à Cyrus la tâche de s'occuper de la chimère, ce à quoi Cyrus a dit qu'elle était une fille intelligente. Un instant plus tard, Milligan a dit qu'ils auraient péri si Sheila n'était pas intervenue. À ce moment-là, Nana a demandé à Oliver ce que Cyrus voulait dire à propos des funérailles d'Ophélia. Oliver a répondu que lorsque la magie consume son magicien, quelqu'un leur rend visite pour assister à leurs derniers instants, et ce magicien est appelé le dernier visiteur. Pendant ce temps, Carlos a demandé à Alvin s'il pensait qu'Ophélia se souvenait de leur première rencontre quand ils étaient venus à Kimberly. Alvin croyait qu'elle devait s'en souvenir car lui, il ne l'oublierait certainement pas. Les étudiants avaient parlé d'Ophélia, affirmant qu'elle était de la lignée des démons succubes, confirmant que son parfum était irrésistible. Ils ont colporté qu'elle pouvait porter un enfant pour n'importe qui et pouvait même donner naissance à des monstres magiques. Plus tard, Ophélia s'est assise avec Carlos, qui était surpris qu'elle n'ait pas encore d'amis. Elle lui a dit qu'elle pouvait désigner n'importe quel homme qu'elle voulait, mais qu'elle n'avait pas besoin d'amis. À ce moment-là, Alvin est entré.
Carlos lui a demandé de se présenter à Ophélia. Pendant qu'Alvin lui parlait, il a senti qu'elle l'affectait avec son parfum, luttant pour se contrôler en utilisant un sort magique, réalisant que son odeur était plus forte qu'il ne l'avait prévu. Il a continué à souffrir pendant 2 mois, devant utiliser des sorts pour garder son sang-froid chaque fois qu'il rencontrait Ophélia, car chaque fois qu'il inhalait son parfum, il était affecté. Finalement, il a confronté Ophélia, lui disant qu'il avait enfin réussi à surmonter son odeur. Il lui a tendu la main, lui demandant d'être toujours à ses côtés, puis il l'a présenté à ses autres compagnons, Licity et Tim, l'informant qu'il maintenait l'ordre de l'académie et aidait ceux qui étaient en difficulté. Ophélia a exprimé sa surprise qu'ils ne soient que 4. Carlos a expliqué qu'ils essayaient de recruter de nouveaux membres, mais qu'ils partaient rapidement. Tim a déclaré que 60% des raisons étaient liées à Licity. Carlos a demandé à Ophélia si elle pouvait les aider et elle a répondu qu'elle pouvait préparer de simples potions et utiliser la magie de guérison de base. Alvin a ensuite demandé si elle pouvait soigner les brûlures. La scène a changé alors qu'Alvin lançait un sort de feu. Ophélia a demandé avec inquiétude s'il allait bien. Il a expliqué qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas utiliser correctement la quantité d'énergie magique avec laquelle il était né. Ophélia l'a rassuré en disant que peu importe le nombre de fois où il se brûlerait, elle serait toujours là pour le soigner. Alvin l'a remercié et Ophélia a ensuite rejoint l'équipe, commençant à apporter son aide. De retour au présent, Alvin a fait remarquer qu'il avait toujours été actif par le passé. Carlos lui a dit que leur équipe avait grandi grâce à cela. Alvin a déploré d'avoir échoué à protéger Ophélia, mais Carlos l'a rassuré en disant que ce qui lui était arrivé n'était pas de sa faute. Alvin a insisté sur le fait qu'il aurait dû prendre soin d'elle en tant que son coéquipier plus âgé. Il s'est souvenu de combien d'étudiants étaient venus rejoindre son équipe et avait ensuite demandé à Ophélia de l'aide pour choisir de nouveaux membres. Par la suite, les étudiants ont acculé Ophélia, l'accusant d'utiliser son parfum pour contrôler Alvin. Elle a essayé d'expliquer, mais ils l'ont qualifiée de flirteuse qui n'excitait que les garçons. Ophélia a demandé s'ils la respecteraient quand elle deviendrait forte, et ils ont affirmé que oui. Soudain, Ophélia a dégainé son épée et a libéré une énergie immense qui les a tous laissés stupéfaits devant elle. Ophélia s'est ensuite calmement assise et Licity lui a demandé combien de membres elle avait séduit avec son parfum comme ça. Elle lui a demandé s'il ne pouvait pas lui résister non plus. De retour à la réalité, dans l'atelier, Pete a profité de l'occasion pour s'échapper en utilisant les sphères d'Albright. Après avoir quitté l'atelier, Pete a lancé une boule de détresse, espérant que quelqu'un la verrait et viendrait à son secours. À ce moment-là, les compagnons d'Alvin ont remarqué le signal de Pete. Pendant ce temps, Carlos et Alvin se sont dépêchés d'atteindre l'atelier d'Ophélia, tandis que Gwen et Shannon se précipitaient le long du chemin, craignant de manquer de temps. Au même moment, Pete était sur le point de perdre connaissance, voyant des ombres de ses amis comme s'il tombait dans un autre monde. Mais bientôt, il a retrouvé ses sens pour se retrouver entouré de ses amis. Oliver s'est jeté sur lui, le serrant dans ses bras et le félicitant pour sa bravoure. Alors que Pete assimilait ce qui se passait, Ophélia est soudainement apparue, disant qu'il semblait que tout le monde était réuni. Elle a demandé si c'était un rêve ou la réalité, puis a confronté Pete, révélant qu'elle avait découvert qu'il avait changé de genre. Elle lui a dit qu'elle avait apparemment attrapé quelqu'un avec un don rare. Elle a ensuite demandé à Milligan ce qu'elle comptait faire avec ses étudiants. Milligan a expliqué que ses jeunes et gentils collègues voulaient l'aider à sauver leur ami, et étant leur supérieur, elle ne pouvait pas refuser leur demande. Ophélia lui a dit qu'elle avait toujours détesté ce côté différent d'elle, même si elle n'était pas si différente. Milligan a levé le doigt et a dit qu'elles étaient en effet similaires, alors elle voulait lui demander une faveur de les laisser partir, en échange de ne pas interférer avec ses actions. Milligan a essayé de convaincre Ophélia que libérer quelqu'un comme Pete ne lui ferait pas de mal. Les yeux d'Ophélia se sont illuminés et elle a demandé à Milligan si elle pensait toujours qu'elle parlait à un humain comme elle. Tout le monde a été stupéfait quand Ophélia a dit qu'elle avait déjà atteint le sommet de sa magie, mais qu'elle cherchait juste le bon endroit pour commencer. Elle a ensuite placé une lame sur sa main et a commencé à chanter des sorts. Milligan a rapidement dégainé sa lame. Oliver et Sheila se sont précipités vers Ophélia, essayant de l'arrêter, mais le sort d'Ophélia avait déjà commencé à faire effet. Elle a commencé à s'entourer d'une immense aura d'énergie magique que Gwen et Shannon ont vue de loin. Gwen a déclaré qu'Ophélia avait en effet commencé sa magie. Pendant ce temps, Ophélia a continué à réciter ses sorts jusqu'à ce qu'elle obtienne exactement ce qu'elle voulait, créant un monde complètement isolé de l'extérieur, gouverné uniquement par les lois du lanceur de sorts. Nos héros sont devenus prisonniers dans ce monde. Néanmoins, Milligan a admiré l'accomplissement d'Ophélia, disant que bien qu'il y ait différentes façons pour un magicien d'être consumé par sa magie, seuls quelques magiciens atteignaient le stade du grand champ. Milligan a fermé les yeux, déclarant qu'Ophélia avait réussi à atteindre ce stade à un si jeune âge. Au même moment, Cornwallis et Lynette sont arrivés au même endroit où Sheila s'est demandé pourquoi Cornwallis était là. Cornwallis lui a dit qu'elle était venue sauver Faye. Milligan a ensuite fait remarquer qu'il pourrait maintenant être installé dans le ventre d'Ophélia Salvador, car il semblait qu'Ophélia avait rejeté l'objectif de créer la forme de vie parfaite et avait atteint sa propre conclusion. Milligan a continué disant qu'il était trop tard pour les sauver maintenant et que personne ne pourrait les sauver à moins qu'Ophélia n'annule son sort elle-même ou ne meure. Puis Milligan leur a dit qu'il savait sûrement ce qu'ils devaient faire à ce sujet. Sheila a répondu affirmativement et Milligan a dit que c'était bien et leur a ordonné de s'aligner. Elle demanda à Lynette d'ériger une barrière pendant qu'Oliver informait les autres que Milligan et Sheila, avec leur pouvoir de feu, étaient l'essence de leur attaque et qu'ils devraient en tout s'appuyer sur elle.
Leur mission serait donc de tenir l'ennemi éloigné de Milligan et Sheila à tout prix. Pendant ce temps, Tim et Lizzie marchaient au 3e étage, se confiant qu'Olivia avait finalement réussi à s'isoler du monde et qu'ils ne pouvaient plus la voir du tout. De retour avec Ophélia, Milligan lui demanda ce qu'elle ressentait lorsque la magie la consumait entièrement. Ophélia répondit que c'était horrible comme elle s'y attendait. Le bon côté, c'est qu'elle resterait jusqu'à les voir tous périr. Milligan lui dit qu'elle aurait beaucoup à faire avant cela et, de manière provocante, fit remarquer à Ophélia qu'elle ne la blâmerait pas si son premier amour tournait au désastre, car elle savait qu'Ophélia était plus proche d'un serpent des marais. Cependant, Alvin ressemblait à une licorne, rendant cet amour impossible, et si par miracle il réussissait, le plus qu'elle pourrait faire serait de lui voler son essence. À cela, Ophélia se mit en colère et s'en prit à Milligan qui ordonna à Sheila d'attaquer. Sheila déchaîna son sort magique tandis que Milligan révéla l'œil de basilic et se précipita vers la chambre d'Ophélia. Elle dit à Ophélia qu'après tout ce qu'elle avait fait, elle restait humaine. Preuve en était à quel point ses paroles la perturbaient profondément. Mais Ophélia se débarrassa vite de sa pétrification et ligota Milligan avec ses vrilles de sang, la surprenant en disant qu'elle n'avait pas été affectée par les malédictions de pétrification depuis bien longtemps. Milligan lui dit qu'elle était une blague, car même si elle était sur le point de maîtriser une magie puissante, elle restait obsédée par les regrets passés, telle une douce demoiselle. Ophélia remarqua qu'elle semblait déterminée à mourir de la manière la plus laide qui soit. Elle se souvint alors de sa rencontre avec Alvin, qui l'avait interrogée sur les compagnons qu'elle avait kidnappés. Ophélia les jeta au sol devant lui et Carlos, déclarant qu'il n'était plus du tout apte à servir d'hôte pour une chimère. Alvin lui dit que l'obscurité de la grotte avait infecté son cœur et tira son épée, exigeant qu'elle lève aussi sa lame, car elle paierait pour ce qu'elle avait commis. À ce moment précis, Ophélia déclara à tout le monde qu'elle ne regrettait absolument rien. Alors, la chimère relâcha un peu son emprise, et Oliver ordonna à Nano de se charger de bondir sur Ophélia, pendant qu'il se précipitait pour enflammer la chimère. Cornwallis vola aussi sur son balai pour repousser les autres chimères, mais la chimère commença son attaque contre nos héros, faisant presque chuter Oliver pendant son vol, alors qu'il heurtait une brèche. Pendant ce temps, Nanao franchit l'aura d'Ophélia après avoir éliminé tout ce qui se trouvait sur son chemin. Elle atteignit Ophélia avec sa lame, lui exigeant de se préparer à la mort. Mais bientôt, nos héros furent choqués lorsque Nano s'effondra au sol devant eux sans un bruit. Oliver s'approcha d'elle, l'exhortant à tenir bon. Nano s'excusa, disant qu'Ophélia n'était qu'une enfant et qu'elle avait hésité à lever son épée contre une fille en pleurs. À ce moment, Sheila s'excusa auprès de Pete, disant qu'elle avait échoué à le protéger. Il la rassura en lui disant qu'elle était venue le sauver finalement. Puis Ophélia fondit en larmes, se demandant quand était la dernière fois qu'elle avait partagé ses sentiments de cette manière avec quelqu'un. Juste à ce moment-là, Carlos et Alvin arrivèrent à point nommé. Une faille s'ouvrit alors dans le monde d'Ophélia, permettant à Alvin et Carlos d'y pénétrer. Carlos s'approcha d'Ophélia, lui disant qu'il lui donnerait tout ce qu'il possédait. Il détacha un collier autour de son cou et le lui lança avec détermination. Oliver demanda ce qui se passait et Alvin expliqua qu'il existait un pacte entre la famille de Carlos et Ophélia, donc Carlos irait avec Ophélia si la magie la consumait. Alvin ajouta que Carlos possédait une résistance naturelle contre toutes les formes de magie sexuelle. À ce moment, Carlos se souvint de sa promesse faite à Ophélia qu'il la ferait toujours sourire. Il s'approcha d'elle et l'étreignit, s'excusant de ne pas avoir pu tenir cette promesse. Il confessa alors qu'il l'avait toujours aimée. À ce moment, Alvin fit ses adieux à Carlos et Carlos à lui. Carlos entrelaça ensuite sa main avec celle d'Ophélia qui lui demanda de ne jamais la quitter. Le monde autour d'Ophélia se brisa et l'atmosphère redevint normale. Oliver rencontra Gwen et Shannon où Shannon l'approcha, lui demandant de retourner à la surface, tandis que Gwen l'informa qu'elles étaient venues qu'elle a pour lui. Après leur retour à la surface, Katie courut étreindre Pete. Les héros levèrent de leurs épées haut une fois de plus, créant une fleur d'épée et la vie reprit son cours normal à Kimberly. Katie continua d'enseigner à Marco, tandis que Guy continuait de cuisiner et Nainao poursuivait toujours Oliver pour apprendre de nouveaux sorts magiques.